dépense 300 € par mois. Alors voici le budget que je viens de recevoir, que j'ai reçu il y a quelques jours. Il s'agit du budget d'un investisseur qui est aussi minimaliste, qui arrive à ce niveau de dépense. Moi qui pensais être le plus minimaliste de YouTube, je me suis trompé et j'ai décidé d'investiguer un peu plus et de demander quelques informations. Donc le format de cette vidéo sera un peu différent parce que j'ai trouvé vraiment ce budget original et on a décidé de faire une petite interview où Guillaume nous racontera, nous expliquera en détail son budget et comment il arrive à dépenser aussi peu et à investir autant. Parce que vous le verrez dans la suite de cette vidéo, de l'interview, qu'il a réussi à se constituer un petit pactole en bourse. Donc asseyez-vous confortablement dans votre siège, dans votre canapé, parce que cette vidéo va être très longue. C'est un échange de plus d'1 h 30. Prenez des notes et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter des investisseurs minimalistes. Je partage toutes les semaines des astuces, des retours d'expérience sur la bourse et en bonus, vous recevrez une formation offerte sur les bases de la bourse pour apprendre à investir sereinement à long terme. Et sur ce, bon visionnage et amusez-vous bien. Hello les investisseurs minimalistes, j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, je suis avec Guillaume de la chaîne Guillaume Lanoé. Donc j'ai contacté Guillaume parce que je suis sa chaîne YouTube sur le minimalisme et la bourse. Et j'ai trouvé qu'il avait un parcours très atypique et très intéressant, parce qu'il est à la fois investisseur boursier depuis pas mal d'années, et est aussi minimaliste. Donc on va parler de tout ça avec lui aujourd'hui. Il va nous dévoiler son parcours d'investisseur boursier, comment il s'est intéressé à ça, comment est-ce qu'il gère ses finances et comment est-ce qu'il voit la vie en règle générale. Donc très heureux d'être avec lui aujourd'hui. Guillaume, comment vas-tu? Très bien, merci de m'avoir invité. Je suis très content d'être là et puis, c'est ce que je te disais avant, je suis toujours content d'avoir une occasion de parler de ces sujets-là, avec des gens, c'est pas des sujets qui passionnent les foules donc, c'est toujours sympa de se retrouver pour parler des sujets, un petit peu précis comme ça, quand ça nous parle. Bah, c'est un sujet qui commence à passionner quand même pas mal de gens quand on voit, le nombre d'abonnés que tu as, le nombre d'abonnés que j'ai aussi. Bon après c'est pas non plus des centaines de milliers, mais, on voit dans les sections commentaires qu'il y a pas mal de débats, pas mal de réflexions sur ce sujet. Donc tu as dit tu as 27 ans. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où tu habites? Qu'est-ce que tu fais comme métier? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais, donc 27 ans, c'est ça. J'ai fait un parcours scolaire, un peu classique, genre, première élève, j'aime bien les maths, j'aime bien ces trucs-là, donc voie scientifique à l'époque, où c'était comme ça. J'ai fait une, prépa école de commerce, que j'ai arrêté parce que, typiquement, on en parlait avant, j'étais à Paris et Paris me convenait pas du tout, et puis bon, c'est une période compliquée, tu as 18 ans, tu pars de chez tes parents, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc période un peu compliquée et puis ensuite j'ai rebondi et j'ai, passé en post-bac le concours pour, entrer à, Neoma, qui est l'école justement à Rouen, là où je vis. D'accord. Hem, pour, entrer à Neoma, donc en post-bac sur, 3 ans et puis ensuite j'ai repassé un autre concours pour raccrocher le master, là où en fait arrivent les gens qui ont fait la prépa en entier. Donc en fait j'ai D'accord. j'ai refait tiens, je suis arrivé au même endroit et donc j'ai fait un master en finance, en école de commerce, parce que, typiquement c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et aujourd'hui depuis un bail maintenant, depuis peut-être 5 6 ans, je travaille dans le recrutement, donc rien à voir avec la finance. Je suis en agence de travail temporaire. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que c'est le travail temporaire, l'intérim? Si, si, tout à fait. Après c'est dans quel domaine? Parce que c'est assez vaste, hein. Moi, par exemple, Alors ma copine, elle effectivement est dans le recrutement pour, des prestataires en informatique. mmh Je sais pas si Alors moi, je suis dans un domaine qui est, différent de l'informatique pour le coup, c'est, tout ce qui est industrie, logistique et transport. Donc concrètement, ça d'accord, peut être des gens qui conduisent des chariots élévateurs pour soulever des palettes, ça peut être des gens qui préparent les commandes chez Amazon, ça peut être des chauffeurs, des livreurs, ça peut être des mécaniciens, ça peut être des techniciens de laboratoire. Donc c'est assez varié finalement et pour l'entreprise avec laquelle je travaille, qui est Manpower, qui est un des leaders de ce domaine-là, bah, en fait, je recrute, ces profils-là pour, plein d'entreprises sur la région rouennaise. Donc, ça permet de d'accord. rencontrer plein de gens et puis, mes collègues sont cool, donc je m'amuse au travail. Je suis arrivé là un peu par hasard et puis, je suis resté parce que je m'y sens bien. Ça fait combien de temps que tu es, chez Manpower? Ça fait Bah, deux, ça fait trois ans? 5 6 ans parce qu'en 6 fait, ah 5-6 ans, d'accord. j'ai fait, j'ai pas la chronologie exacte, mais en gros, j'ai fait mon stage de 3e année, puis j'ai fait 2 ans d'alternance et puis en fait, j'ai été embauché en CDI, à la sortie de mon alternance, à l'obtention de mon master et depuis, j'y suis. D'accord.
OK, ça marche. Bah, je connaissais Manpower, mais je sais pas, ils sont cotés en bourse ou pas? Est-ce que c'est un peu comme, Ouais, ouais, ils ouais, sont ouais, c'est un cotés truc en bourse? international, ouais, ouais, il y a une action Manpo, ouais. Tu as des actions chez eux? Absolument pas. Je suis pas sûr que ce soit un excellent investissement. De Ouais, à toute mon façon, avis, j'ai pas c'est un d'action, peu, ouais, la individuelle, mais prestation, les prestations de services, de recrutement, généralement, c'est des entreprises avec un niveau de marge assez faible et ouais, quand tu regardes les performances, c'est assez compliqué. Quand tu prends Atos, par exemple, ouais. c'est la douche froide, quoi. Non, puis effectivement, il y a beaucoup de concurrence et puis, enfin voilà, de toute manière, c'est pas contre Manpower, j'ai aucune action, vive, on en parlera donc, c'est voilà. Mais si je devais en choisir une, je choisirais pas Manpo, ça c'est clair. Écoute, ce que je te propose de faire, parce que tu nous as pas encore parlé de ton salaire, mais tu vas nous en Ouais. parler. Ouais, bah, combien est-ce que tu gagnes exactement? Est-ce que tu Alors as là, j'ai des regardé primes un ou peu parce que quoi? justement, je savais pas précisément et là, comme c'est la fin d'année, j'avais l'occasion, tu sais, sur ton bulletin de salaire, tu as le combien tu as gagné sur l'année, quoi, sur les 12 derniers mois depuis le 1er janvier 2024. Donc là, avec décembre 2024, sur toute l'année, j'étais à 29 000, net imposables. Donc c'est, un peu plus de 2 000 € quoi. En gros, mon plancher, ça doit être 1 850 et puis quand j'ai des primes, ça peut être 2 500 et puis des fois, c'est 1 850 donc en gros, un peu plus de 2 000 en moyenne, je dirais. Un peu plus de 2 000 en moyenne. Alors ça nous fait une super transition donc, je vais juste partager mon écran parce que Guillaume m'a envoyé, son budget par Excel et je trouve qu'il est assez atypique. Donc on va juste, te regarder. Tac, je te fais démarrer le partage. Donc, au niveau donc là, des informations que tu m'as données, c'est un peu ce que tu nous as dit en 27 ans, consultant en recrutement, donc 2 000 C'est ça. €. Tu C'est as aussi ça. une chaîne YouTube, activité complémentaire. Oui, bah, Ça oui. correspond à quoi? C'est la monétisation? Ouais, c'est ça, c'est vraiment la monétisation pour le coup. C'était marrant parce que, j'ai été surpris parce que, bah, j'avais fait la chaîne vraiment pour rigoler et puis voilà quoi et quand tu atteins le seuil de effectivement, 1 000 abonnés, puis je sais plus combien d'heures de vues, tu peux monétiser ton contenu et j'étais surpris de voir quand même que, enfin, tu vois, 50 € c'est pas rien quoi. Alors qu'effectivement la visibilité que j'ai et enfin le public que je touche est quand même relativement faible. Donc malgré tout ce que je pouvais entendre du point de vue spectateur, il y a quand même de l'argent à faire sur YouTube quoi qu'on dise, hein. C'est Ouais, quand même assez ouais, bah, 50 €, c'est une super somme, hein, pour démarrer bah, parce ouais. qu'il me semble que ta chaîne, tu l'as depuis quoi, 1 ou 2 ans au grand maximum, non? Oh, peut-être 3, 2 ou 3, je sais pas trop, 2 ou 3. Ouais. Mais ouais, non, c'est très honorable et encore une fois, moi je le compare toujours en termes d'efficacité par rapport au temps que j'y passe et on en parlera peut-être plus en détail, mais globalement, je passe pas plus de 10 minutes, par semaine, sur ma chaîne. Donc 10 minutes par semaine, c'est, genre, c'est quoi? C'est même pas 1 heure par mois, quoi et en un mois, je gagne, 50 €, souvent plus d'ailleurs, c'est assez variable, mais 50 € de l'heure, c'est pas mal, quoi. Bah, ce qui est assez intéressant, c'est que tu as quand même une bonne visibilité, alors qu'en termes de montage, tu fais rien Je du fais tout. rien, Les littéralement. miniatures, tu prends, celle, Rien du tout de non la plus, j'ai vidéo qui arrêté. ressort en fait direct et Ouais. tu arrives vraiment à capter, ton audience, captiver ton audience avec ce que tu dis et franchement, je trouve ça vraiment, intéressant et très honorable et tu fais pas de partenariat, enfin, il y a pas de Non, partenariat qui se fait? bah, déjà, en fait, je fais surtout et ça, je pense que c'est important, mais je fais les vidéos que j'ai envie de regarder et moi, je fais partie un peu de cette école qui met beaucoup de valeur sur l'authenticité et c'est vraiment ça que je regarde, en fait et je regarde beaucoup de contenu, hein, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube, mais à chaque fois, ce qui me parle, c'est l'authenticité donc pour moi, c'était évident qu'il fallait faire des vidéos authentiques pour que ça me plaise, quoi et que ça plaise aussi aux gens, en tout cas, qui ont la même manière de penser que moi, quoi donc c'était assez évident qu'il fallait pas faire de montage, qu'il fallait pas que je m'emmerde avec, des trucs qui m'intéressent pas, quoi mais juste que je parle de ce qui m'intéresse et le reste, tant pis pour la visibilité, si elle est là, si elle est là, si elle est pas là, elle est pas là. Bah, c'est pas vraiment D'ailleurs, un ça se sujet perd pour sur moi. YouTube, hein, parce que maintenant quand tu regardes les contenus finance, il y a beaucoup, beaucoup de Mmh. montage. Il y a souvent Ouais, des bien équipes sûr. derrière et toi, Mmh. tu te dis, quand tu arrives, imaginons que tu es nouveau, tu arrives et tu veux avoir un peu de visibilité, tu te dis: «Bah, quand même, c'est compliqué d'arriver à un tel niveau». Bah, c'est un peu c'est tu sais, c'est l'infotainment qui se propage un peu partout. C'est-à-dire qu'avant la Ouais, finance, c'était vraiment très niche, donc bon, il y avait vraiment que les nerds qui parlaient de ça, donc bon, bah, ils montraient juste leur tableau Excel et puis voilà. Mais quand les gens se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait de l'argent à faire là-dedans, et ouais. notamment la monétisation sur YouTube est particulièrement, attrayante pour ceux qui parlent de cette niche-là, bah, ils se sont dit que pour attirer plus de gens, bah, il fallait mettre du montage plus, régulier pour que les gens restent, le taux de rétention et cetera, pour avoir plus de visibilité, être mis plus en avant par l'algorithme. Enfin voilà, il y a toute une logique marchande derrière. Mais c'est vrai que moi aussi, je trouve ça dommageable parce que j'ai pas du enfin, Ouais. quand je regarde du contenu finance, je regarde pas ça pour me marrer, en fait. Enfin, sinon je regarde un sketch
et malheureusement, souvent maintenant, les 2 s'entremêlent un peu, quoi. Bah, en fait, on arrive un peu à ce que fait BFM maintenant, Ouais, finalement, et on a perdu l'authenticité. Après, il y a toujours des comptes des créateurs de contenu intéressants, mais c'est vrai que ça sent un peu le fric, même si j'ai rien contre ça et je pense que toi non plus, comme on ah verra non, pas après. du tout. Mais, Non, c'est plus le ouais, c'est plus la forme qui, encore une fois, ça plaît à des gens, hein, mais c'est vrai que ce format très rythmé, très, moi, je trouve ça un peu aseptisé, en fait, tu vois? Je regarde pas la télé parce que je déteste ça et des fois, j'ai l'impression de voir un peu de la télé sur, tu vois, ces grosses productions, même sur YouTube, même sur internet, et c'est typiquement ce que j'aime pas, quoi. ouais. Non, mais d'ailleurs, les meilleurs films, hein, c'est pas forcément les nouveaux Superman, qui sont Mmh, c'est sortis en ça, ouais. 2024. Il y en a certains, moi, mon préféré, si je prends Batman, c'est Batman Begins Ah, avec, je connais pas du un tout. Je budget, suis absolument sensiblement pas important. cinéphile, j'ai dû voir 2 films dans ma vie. Les auditeurs qui savent, comprendront. Donc ça te fait en tout 2 050 € de revenus. Ouais, c'est je Heu, pense que c'est une moyenne basse. ouais, donc tu es un peu au-dessus du revenu, médian en France, qui est Mmh. à 1 800, il me semble. Et là, par contre, si on prend tes dépenses, là que ça devient intéressant. En termes de loyer, dans ton loyer, tu dépenses 272 €. Ouais, Donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Où est-ce que tu ouais, tout à fait. habites? Bah, c'est la ligne numéro 1 et c'est la ligne la plus importante, hein, si, les Ouais, gens qui nous écoutent veulent réfléchir sur leur budget. Souvent, moi, je vois des gens faire des calculs d'apothicaire pour, enfin, en réalité, si vous vous attaquez à la question du loyer, vous réglez 80 de la question des dépenses parce que, voilà, c'est le premier poste de dépense et c'est quelque chose de régulier qui tombe de manière fixe, en tout cas tant que vous ne le changez pas, de manière, au long terme, quoi. Donc ouais, c'est quelque chose d'ultra important. Et donc, moi, aujourd'hui, je suis dans une situation assez particulière qui fait que j'ai un loyer très faible. Je suis en colocation déjà. Donc je suis en colocation avec 3 autres personnes, dans un appartement et dans un appartement qui est globalement mal situé. Et c'est, en fait, c'est lié parce que, l'appartement est, enfin, j'ai connu l'appartement grâce à l'association dont je te parlais, qui est l'association des jeunes de la ville pour les quartiers prioritaires. Et en fait, eux, leur objectif, c'est aussi pour, faire de la mixité, de dire aux jeunes: «Bah, venez dans ces colocations-là, dans les quartiers prioritaires, pour qu'il y ait de la mixité et pour qu'ensuite vous puissiez faire des actions, sociales en bas de votre immeuble ou dans le quartier d'à côté et qu'effectivement on remette un petit peu de mixité dans ces quartiers-là». Donc ces 2 choses combinées, quartier pas très, bien, coté et colocation, font que je paye très peu, 272 € par mois et c'est, toutes charges comprises, donc électricité, eau, internet, assurance. Donc c'est clairement, très, très peu cher. ouais, c'est un peu plus de 10 de tes revenus, quoi. Ouais, d'une manière nominale, c'est vraiment, enfin, je pense qu'il y a personne qui a un loyer plus faible que ça, en fait. Et ouais, il y a quand C'est même quelque chose qui m'interpelle parce que dans tes vidéos, tu dis souvent que tu aimes être seul, que tu aimes la solitude. Et là, tu es en colocation quand même avec 3 autres personnes. Donc, tout à comment fait. est-ce que tu vis ça? Et comment est-ce que tu te projettes? Parce que la colocation, bon, j'en ai jamais fait personnellement, Mmh mh. mais je trouve ça vraiment bien si tu es un peu sociable, tu commences tes études, tu es avec tes potes de l'école. Mais à un certain âge, est-ce que tu penses que ça peut être un peu plus problématique? Alors problématique, je j'irai pas jusque-là, non. En fait, pour moi, la colocation, ça répond aussi à un autre besoin, qui a rien à voir, mais qui est très important dans ma vie. C'est, la notion, d'environnement et de consommation de ressources, de simplicité en général, mais liée à cette question environnementale. Et en fait, moi, j'ai vécu seul pendant quelques années, et avoir, mon toilette, ma cuisine, mon four, mon frigo, D'accord, je trouve que c'est une aberration, en fait, et donc ça n'est pas ouais, aligné avec ma manière de consommer. Et donc en fait, j'ai beau consommer de manière, ce que je considère responsable, si je rentre dans mon appart avec mes 4 murs pour moi tout seul, mon toilette pour moi tout seul, enfin, je me dis: «Ça a pas de sens, quoi, c'est pas possible, on peut pas faire ça», tu vois? Il faut qu'on partage ces lieux communs, c'est évident, et pour moi, la colocation, bah, c'est, l'outil le plus évident, pour, bah, partager finalement ces ressources-là, et donc effectivement payer moins en termes d'argent, mais aussi consommer moins en termes de tout, en termes de chauffage parce que, bah, on chauffe le même espace pour tout le monde, et cetera. Donc non, moi ça me pose pas du tout de problème. J'ai pas du tout cette vision de la colocation comme, le truc d'étudiant parce qu'on n'a pas l'argent. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est aligné avec mes valeurs, et ça me dérangerait pas du tout de rester en colocation, beaucoup plus longtemps. ouais, parce que tu gagnes quand même bien ta vie à cet âge-là. Oui, je pourrais tout à fait Il y vivre a seul très peu depuis de très jeunes qui longtemps et pas de gagnent, souci. après, avec ce qu'on voit sur YouTube, alors bien entendu, quand on voit 2 000, 2 500, même 3 000, on a l'impression que c'est rien du tout, Ouais, bien sûr. mais ça concerne une minorité de jeunes. La plupart des jeunes entre 25 et 30 ans, bon, il y a une minorité qui, enfin, plus d'une minorité qui est au chômage.
Bien sûr. La médiane, elle est plutôt au SMIC et après tu as une infime partie qui arrive à gagner plus de 2 500, voire 3 000 €. Donc je trouve ça vraiment très intéressant que tu pas succombé finalement aux sirènes de l'argent et que tu sois resté simple. Ouais, après c'est, voilà, c'est une question de priorité encore une fois, parce on parle de revenus, on parle de salaire. Enfin moi j'ai étudié typiquement, j'ai un master en finance. J'aurais pu tout faire pour, travailler dans la finance et aujourd'hui j'aurais un salaire bien plus important. Mais encore une fois, ça a trait aussi à des valeurs et à un impact sur la société qui est pas forcément l'impact que je veux avoir. Donc, voilà, on a tous aussi nos contradictions, mais en tout cas pour moi, c'est assez important d'essayer de diminuer un maximum ces dissonances cognitives pour, être bien au quotidien, quoi. Et c'est un mode de vie que tu comptes, continuer, jusqu'à quand? Tu as une petite idée? Après, Ouais, si j'ai tu as pas envie de du rester pour en moi, colocation ouais, c'est pour moi, c'est un il y a pas de temps. C'est pas genre, ouais, «Ah, j'économise pour, plus tard faire ceci, faire cela». C'est pas du ouais. tout ça le truc. C'est juste, c'est comme ça que je vis parce que c'est comme ça que je suis heureux, en fait. Il y a pas du tout de notion de: «Je me prive aujourd'hui pour me permettre demain d'avoir plus de X ou de Y». J'ai tout ce que je veux aujourd'hui. Enfin voilà, il y a pas de limite de temps dans mon mode de vie, quoi. Après évidemment, peut-être que je changerai parce que peut-être que mes aspirations changeront. Je ne pense pas, mais je peux pas prédire l'avenir. Mais en tout cas, non, c'est pas du tout temporaire dans mon esprit. Oh, c'est intéressant parce que pour la plupart des gens, je pense que c'est temporaire et Mmh. ils attendent, la plupart de gagner plus d'argent pour, acheter la fameuse maison et tout. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Ah, je suis Donc exactement dans ce cas-là en ce moment, mais après et ça met une pression en fait, hein, parce que quand ouais, tu je pense que enfin, c'est difficile je juge pas en disant que c'est une erreur, mais en tout cas, de manière générale, je pense qu'être dans l'attente, c'est pas un bon plan de vie, quoi. Il faut essayer un maximum d'être dans le présent et de profiter de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'effectivement, demain, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être tu seras au chômage, peut-être tu auras 1000 autres problèmes qui feront que ce sera pas, ta priorité. Donc voilà, ce qui compte, c'est d'être, bien aujourd'hui, quoi. Ne vous privez pas pour, espérer avoir un meilleur avenir demain parce que demain, on ne sait pas en fait. Donc, ouais, autant assurer exactement. aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'incertitudes que pour moi, c'est un pari qui est objectivement trop risqué de mettre de côté aujourd'hui en espérant que ce sera mieux demain. Après, on le fait tous un peu indirectement, on Bien en sûr. parlera après de toute façon. Et après au niveau de tes autres dépenses, donc l'alimentation 100 €. Oui, Qu'est-ce que tu manges? Donc ça fait 25 € par semaine. ouais, c'est ça. 25 € par semaine, c'est ça. Alors moi, j'ai un régime qui est un peu particulier. Je suis végétalien, donc pas de produits animaux, pas de lait, pas de beurre, pas de viande, pas de poisson. Et en plus de ça, je mange très souvent la même chose, même quasiment tout le temps le même plat en fait. Je mange en gros un plat à base de riz, de lentilles, de légumes, je mets souvent des noix, des cacahuètes et cetera dessus. Pas mal de flocons d'avoine, huile d'olive et en gros, je mange ça tous les midis, tous les soirs. Je Tous me les fais un midis, plat à tous la les soirs, semaine. tu manges, Ouais. tu sais que tu pourrais créer ton plat, préparé, le Lanoé, lunch, Ouais, tu c'est vois? ça. Mais ça change un peu, tu vois, en fonction genre, en gros, en fonction du sac de légumes surgelés que j'achète, ça change un peu, tu vois? Mais ça change vraiment pas grand chose, quoi. Et je fais mon plat le week-end et puis après je le réchauffe toute la semaine. Comme ça, j'ai pas besoin de cuisiner et ça me prend, je sais pas, je prends 2 minutes pour, réchauffer le truc et je le mange, quoi. Bah, surtout, c'est que c'est une charge mentale, hein. Moi, je vois Ouais, bien beaucoup de sûr. personnes se poser la question tous les jours: «Mais qu'est-ce que je vais préparer ce Ah ouais, midi, non, moi ce ça c'est pas soir, qu'est-ce qu'on pas va une faire question. à manger?» Et Mmh là, mh. tu t'économises du temps et de l'énergie mentale, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, c'est pareil quand tu fais les courses, tu achètes pas des conneries parce que tu sais exactement ce que tu dois acheter, en fonction de ce Bah dont tu as besoin quand et tu manges pas de viande, ça aide énormément, hein, parce que quand tu ouais. prends je sais pas si tu manges du tofu? Moi, j'en mange beaucoup, mais un Non, bloc de je mange 500 pas de grammes tofu. tu manges pas? Non. Après, c'est de la protéine végétale, mais Ouais, je quand vois tu très bien, hein, mais c'est vrai que j'en achète jamais. il faut savoir le cuisiner, sinon c'est Ouais, c'est vraiment ça. Je pense que dégueulasse. moi, tu sais, je pourrais vraiment, genre, tu sais, je mets de la grosse casserole, je fous tout dedans, tu vois? Vraiment, il y a zéro cuisine et tout, je peux pas revenir et tout, donc bon, tofu, Ouais, je bah, pense qu'il faut c'est le cuisiner un peu, quoi. ouais, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Mais ouais, du coup, être végétalien, ça permet de faire de grosses économies. Après, Ouais, c'est comment dire? C'est une diète, qu'il faut étudier quand même. Il faut quand même se renseigner sur, tout à fait. le pourquoi du comment et il y a certaines personnes avec, des pathologies qui devraient pas opter pour ce type de régime, quoi. Ouais, tout Mais, à fait, c'est il faut sûr faire attention, il faut s'informer, il faut, si vous vous lancez là-dedans, se supplémenter. Au moins en B12, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire, enfin, c'est pas obligatoire, mais sinon vous allez mal finir. Personne enfin, vous allez pas aller en prison pour ça, mais votre corps, manquera de vitamine 12 dans tous les B12 dans tous les cas. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont carencés en fer, en fonction de si tu manges pas, 3 tonnes de lentilles et 3 tonnes de noix en permanence, quoi.
Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, il faut faire attention avec ça. Et tu fais tes courses où exactement? Parce qu'avec À 100 Leclerc. €, je pense que tu vas pas dans les magasins bio, non? Non, pas du tout. Non, je fais vraiment mes courses à Leclerc. Non, non, parce que, bah, tu vois, enfin, moi, j'achète des paquets de riz, j'achète pas du riz bio, j'achète des paquets de lentilles, j'achète pas des lentilles bio. Hem Et puis les légumes, j'achète beaucoup de légumes surgelés, quasiment exclusivement. Hem, je trouve ça extrêmement simple et je suis convaincu que c'est aussi très sain. Donc non, je suis pas du tout en mode, faut acheter que du bio. OK. Bah, en tout et 100 € donc tu m'as mis TR, entre parenthèses, qu'est-ce que TR, ça c'est, veut dire? ticket restaurant, en fait. Parce qu'en Ah fait, du coup, tu payes ça en plus sur un ticket voilà, c'est ça. restaurant? Bah alors, du coup, Ah c'est ouais! pas vrai, enfin, c'est plus vrai maintenant parce qu'il y a en gros, depuis le covid, ils avaient fait une loi pour que les tickets restaurants puissent être utilisés dans les supermarchés pour que les gens aient du pouvoir d'achat et puissent faire leurs courses. Donc moi, je faisais ça et donc en fait, je payais jamais mes courses. Enfin, pas avec de l'argent de mon compte courant et qu'avec l'argent des tickets restaurants que j'ai sur ma carte ticket restaurant liée à mon employeur. Sauf que là, depuis le 1er janvier 2025, si vous utilisez des tickets restaurants, petit disclaimer, ce n'est plus le cas. C'est l'ancienne loi qui est revenue. Et donc l'ancienne loi, elle dit que vous pouvez acheter que des trucs, en gros, qui sont consommables tout de suite, genre comme si c'était le midi et que tu allais au resto, quoi. Donc en gros, tu peux acheter une pasta box que tu vas mettre au micro-ondes, mais tu peux pas acheter un paquet de pâtes parce que le paquet de pâtes, faut le cuisiner. Alors Ah me OK, demande pas ouais. pourquoi, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Et en fait, pourquoi ça n'a pas été renouvelé? Parce que en fait, comme le gouvernement de Barnier a été, renversé là, à la fin d'année et que forcément ils avaient d'autres priorités, en fait, ils n'ont pas eu le temps de repousser le décret qui disait: «Oui, oui, tous les aliments sont autorisés». En fait, le décret allait jusqu'en 31 décembre 2024. Il était repoussé là, d'année en année depuis toutes les dernières années. Mais là, comme il n'y avait pas de gouvernement, il n'y avait personne pour dire: «Ouais, ouais, on renouvelle le décret». Donc il s'est arrêté 31 décembre 2024. Donc là, moi, j'ai fait mes courses hier et puis à Leclerc, ils m'ont dit: «Bah non, mais votre ticket restaurant, c'est pas éligible, faut payer avec du vrai argent». Du coup, j'ai dû payer avec de Ah l'argent. mince, ah ça fait moins d'argent en bourse ça, c'est dommage. Non mais intéressant en tout cas. Bon après s'il y a une petite fraction que tu peux quand même utiliser, bah, c'est l'essentiel quoi. Mais 100 Ouais, et € puis c'est vraiment pas grand chose quoi, autre c'est petit tips pour les tickets restaurants, s'il y a des gens qui, comme moi, vont pas au resto, mais ont des tickets restaurants, je vous invite à les donner à la fin d'année puisque c'est déductible à 75 de vos impôts. Donc moi, c'est ce que je fais, tous les ans, je file 1 000 balles à la Croix-Rouge et comme ça, j'ai 750 € de déduction d'impôt. OK. Alors, donc là on a parlé des courses et des déductions d'impôts. Donc au niveau internet, téléphone, salle de sport, tout ce qui est streaming, 8 €. Ouais, Hem, c'est quoi? donc Ça correspond à quoi ces 8 internet, €? c'est dans mon loyer, donc pas de problème. C'est dans les 272. Téléphone, c'est les 8 €. D'ailleurs, j'ai changé d'abonnement là, c'est 7. J'ai gagné 1 € et salle de Ah oui, sport, tu changes tous les ans pour pouvoir faire non, des pas du tout, économies, je suis chez Red, tu sais, c'est sans engagement, mais en fait, Red SFR, ils changent leurs offres tout le temps et donc de temps en temps, je vais sur le site et je me rends compte qu'en fait, là, en ce moment, il y avait un abonnement, j'étais genre à 8 € 60 gigas et là, ils proposaient un abonnement à 7 € 30 gigas parce que moi, j'utilise pas autant de gigas. Donc j'ai changé direct, pour être à 7 € à 30 gigas. Je jette juste un coup d'œil de temps en temps, mais non, pas besoin de renégocier et pas besoin de avant, je faisais ça, mais avec Red SFR, c'est mieux parce que tu peux juste le faire sur l'appli, pas besoin de ouais, renégocier. ouais, ouais. Moi, je suis assez contre les personnes, tu vois, qui scrutent en permanence les nouvelles offres pour résilier et tout. Je trouve que Ah c'est une ouais? perte de temps. Ouais, ouais, je trouve que finalement, tu vas prendre 2 heures, 3 heures pour essayer d'économiser 10, 15 €, tu vois? Alors que si tu peux faire largement autre chose avec, ces 2, 3 heures, essayer de gagner de l'argent tout simplement, tu vois? Mmh. Ah, je suis pas entièrement d'accord, enfin, ça Parce dépend que mon évidemment père des est comme situations. ça et je comprends pas parce que mon père, il gagne très bien sa vie, mais Mmh. à chaque fois, c'est un enfer. Il est tout le temps en train de regarder les nouvelles offres chez Free, chez SFR. Il me dit: «Ah, tu vu là, je peux économiser 10 €». Je lui dis: «Mais attends, 10 €, tu es sérieux quoi?» Ouais, mais après, Mais il aime ça bien, ça il aime dépend, bien. ça dépend. Moi, je sais que je le faisais et je trouvais ça plutôt rentable parce que genre tu passes un coup de fil pour renégocier ton abonnement, même si tu gagnes 10 € par mois, ça fait 120 € sur l'année. Tu as passé un coup de fil, ça t'a pris 20 minutes pour 120 €. C'est rare que je gagne 20 minutes en 120 €. Enfin, l'inverse, Après, c'est rare sur que je gagne YouTube, tu 120 € gagnes, en 20 minutes. 50 € pour, 5 minutes quoi. Comment? 10 minutes. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Après sur YouTube, tu as quasiment le même taux Oui, horaire. tout à fait. Mais c'est un exemple de rentabilité importante, donc ça dépend de la situation. Évidemment, je suis d'accord, faut pas passer des heures et des heures à comparer, quoi. Si tu sais que ton abonnement est trop cher, soit tu changes direct et puis tu passes pas 3 heures à comparer, soit tu appelles pour faire genre tu vas résilier et puis ils te font une offre et puis voilà, en 10 minutes c'est plié. Mais je suis d'accord, faut pas passer des jours à réfléchir à optimiser pour des trucs de 10 balles. Mais des fois, ça vaut quand même le coup. Après disons que si ton salaire est assez bas et que, Ouais, ça heu, joue. tu peux que optimiser à ce niveau-là.
Je pense que ça a un réel intérêt de s'y intéresser. Mmh, Mais mmh mh. après, je suis Oui, un tu as fervent raison. défenseur de voilà, si tu veux avoir plus de sous à la fin du mois, essaye de tenter des choses pour en gagner plus, quoi. Je Sans comprends. pour autant faire du dropshipping, bien entendu. Au niveau du poste loisirs, cinéma, escape game, escape game, c'est une petite blague, en fait, hein, c'est Ah ouais? une référence à mon livre. Donc 30 €, donc ça, c'était sorti, en fait, c'est ton budget Ouais, loisir, j'ai mis ça, mais 30 alors en euros. plus, c'est pas vraiment enfin, c'est particulier. J'avais pas de ligne particulière, donc j'ai mis ça, en gros, c'est à peu près ce que je paye en BlaBlaCar pour aller chez mes parents, D'accord. en moyenne, quoi. Donc Parce que du coup, souvent, tu as pas de loisirs, non, je vais pas au que cinéma, je fais pas d'escape game, j'ai pas de loisirs au sens, classique du terme en tout cas, ni au sens, coûteux du terme, parce que je joue beaucoup aux jeux OK. vidéo, je regarde beaucoup de contenu sur internet, je marche beaucoup, je lis, je médite, tout ça, ça coûte pas d'argent. Tu fais du sport ou pas? Une activité sportive ou, Je marche beaucoup, mais ouais. je fais du tennis assez rarement, ça Tu fais m'arrive. du tennis? Ouais, j'en ai fait pas mal quand j'étais petit, donc Parce j'ai que une le partenaire tennis, ouais, avec ça qui coûte plus je que vais. 30 € par mois. C'est assez cher, si tu Ouais, prends mais les quand abonnements dans tu les enfin, en fait, clubs. je joue avec quelqu'un qui prend des cours en club et donc D'accord, qui a ouais, accès au il terrain. t'invite, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Du coup, je paye pas. Ah d'accord, donc tu as un petit niveau alors? Bon, petit niveau, je sais pas si tu connais les classements, je dois être 35-34 peut-être. Je Oui, sais non, mais très moi bien je suis de balle. entraîneur de tennis en fait, c'est pour ça que Ah oui, d'accord! Ah non, mais je suis nul à chier, tu vois? Mais ouais, mais en fait, on devait, tu sais, on devait faire je sais l'interview taper la balle, à tu vois? 16h, mais j'avais une rencontre par équipe ce matin, tu vois? Et en fait, on a fini beaucoup plus tôt que prévu. C'est pour ça que je t'avais demandé, OK, d'avancer, mais oui, ouais, bah, bon petit niveau alors. ça va, ça va. En fait, ce que je disais à Guillaume, c'est que moi, je me trouvais minimaliste, mais quand j'ai vu son budget, je me suis dit: «Mais il y a un mec encore plus minimaliste que moi». Donc c'est vraiment très intéressant. Donc 30 € et là, post-vacances, 0. Tu 0. pars pas en vacances? Tu Non, je pars pas en vacances. J'ai beaucoup de vacances pourtant, parce que, dans mon travail, j'ai des RTT qui sont enfin, je fais des heures sup qui sont rattrapées en RTT, quoi, qui sont pas payées et bah, du ça coup, j'ai plein de vacances tout le temps. Mais, soit je vais chez mes parents, soit je reste chez moi, je chill, je me balade, mais je prends pas le train ou l'avion ou la voiture pour aller à un endroit particulier et passer les vacances à un endroit. Je reste chez moi. parce que je pense que pour la plupart des personnes et moi y compris, hein, on part en vacances pour, changer un peu de quotidien parce que, Mmh. voilà, on a un peu trop travaillé, compagnie, on est un peu blasé de son patron, de ses collègues, on a envie de voir autre chose. Mais toi, vu que tu es bien, en fait, au quotidien, tu as pas besoin, c'est ça, hein? C'est C'est ça, en fait, ouais, l'idée, c'est hein? vraiment et je design ma vie autour de ça, c'est que, pour moi, si j'ai besoin de vacances pour m'échapper des 90 de temps où je suis pas en vacances, enfin, c'est nul à chier comme design de vie, quoi. C'est comme, si ta vie, c'est, attendre le samedi pour, kiffer pendant 2 jours le week-end et qu'après tu es triste pendant 5 jours, c'est nul à chier, tu vois? Enfin, statistiquement, si tu es heureux 2 jours sur 7, enfin, je suis sûr que tu peux faire mieux, quoi. Donc, effectivement, moi, j'organise ma vie de manière à être épanoui au quotidien et donc je ressens pas du tout le besoin de voir autre chose ou de, heu, puis même la notion de souvent les gens évoquent, découvrir les cultures, découvrir de nouvelles choses et cetera. Ouais, Moi, je suis assez convaincu que, c'est un peu un prétexte en ouais. réalité et que si tu veux vraiment, découvrir des cultures, rencontrer des gens et cetera, enfin, il y a des gens dans ton immeuble qui sont littéralement un étage en dessous de toi, qui ont une culture tout à fait différente, mais tu leur dis juste pas bonjour et tu prends juste pas le temps de discuter avec eux. Donc, voilà, je pense que c'est un peu un prétexte et que le voyage, c'est un peu le produit ultime du capitalisme qu'on peut vendre à tout le monde Ouais. sans limite. Parce que autant, si je te vends du Nutella, au bout d'un moment, tu as plus faim. Autant si je te vends des vacances, bah, en fait, je peux t'en vendre toujours plus, quoi. Donc c'est assez intéressant comme produit à marketer, quoi. Bon, on a changé de mode de consommation parce qu'il y a 20, 30 ans, les gens, ils achetaient des machines à laver, Mmh. toutes sortes d'ustensiles à la con, toujours maintenant. Mais aujourd'hui, c'est une économie de service, quoi. Bah, oui et L'économie c'est de plus l'expérience et du voyage mmh mh et ça et coûte c'est beaucoup plus plus facile cher, parce en fait, hein. que c'est sûr que quand tu as une machine à laver, bah, tu as pas de raison d'en acheter une deuxième. Alors que si tu as fait un voyage aux Seychelles, Ouais. bah, tu peux très bien faire un voyage au ski en plus et tu peux très bien faire un voyage à Dubaï en plus et tu peux très bien faire un voyage en Bretagne en plus et donc c'est particulièrement intéressant à vendre parce que du coup, tu peux garder tes clients à l'infini du moment qu'ils ont des sous, c'est bon. Ouais, après le problème de ça, c'est qu'une fois que tu as fait ton voyage, bah, tu as plus rien derrière. Alors que ta machine à laver, bah, tu peux continuer à l'utiliser pendant des années, tu vois? Pareil, si j'achète une raquette de tennis, bah, je peux la garder pendant 20 ans si j'ai envie, mais là, mon voyage au ski, il est déjà fini. Tiens, j'ai juste quelques photos, quelques Ouais, souvenirs de ma gamelle sur la piste noire, mais après, voilà, c'est
Faut réitérer l'expérience et faut à nouveau remettre 1 000 Oui, balles, quoi. c'est ça. En plus, tu dois après, il y a un débat, hein, qui dit enfin, on pourrait te répondre qu'en réalité, quand tu fais un voyage, tu gardes des souvenirs pendant toute ta vie, alors que ta machine à laver, elle va clamser et tu t'en souviendras pas non plus. Bon, ça se débat, ça se défend aussi, d'une certaine manière. Mais bon, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que l'argument des souvenirs qu'on accumule, c'est pas tu te remémores pas tes souvenirs tous les 4 matins, de toutes tes vacances, quoi. Non, mais je suis assez aligné sur ce que tu dis, essayer d'être, comblé au quotidien sans pour autant rechercher, le bonheur absolu. D'essayer de faire en sorte d'avoir un métier, qui soit intéressant 50 du temps, tu vois? Et après faire en sorte que tu t'amuses un minimum tous les jours, quoi, et pas attendre ce fameux week-end, ouais. Ouais, je pense que c'est un luxe aussi, hein. Enfin, je veux dire clairement, moi je travaille avec des populations qui sont dans l'intérim, qui sont parfois, en situation précaire et Ouais, j'ai ça me permet aussi de garder enfin, d'avoir un peu les pieds sur terre, tu vois? Et de me rappeler de tous les privilèges que j'ai et de me rappeler de la chance que j'ai de pouvoir faire les choix que je fais. Il y a plein de gens qui ont pas le choix, qui vont se casser le dos au boulot et qui sont malades et qui après ils doivent garder leur gosse et après ils doivent retourner au boulot et après il y a Pôle emploi qui les fait chier parce que enfin et tu vois, c'est un cercle infernal et tout ce qu'on se dit, ça n'a aucune espèce d'importance et ils comprendraient même pas la conversation qu'on a, tu vois? C'est mmh, vraiment une conversation de privilégiés, c'est important de s'en rappeler. ouais. Oui, après, ouais, c'est malheureusement la reproduction sociale, hein, quand tu nais dans une famille, d'ouvriers, tu as très peu de chances d'en sortir. Il me Bien sûr. semble qu'il faut 6 générations pour en sortir. Ouais, c'est compliqué, hein, et pareil pour nous, hein, c'est classe moyenne supérieure, il faut 6 générations pour passer au-dessus. Après personnellement, moi, c'est pas mon objectif, hein, pas du tout, mais de toute façon, on en parlera après de tout ce patrimoine. Donc quand on retranche toutes tes dépenses à tes recettes, ça fait une épargne disponible de 1 740 €. Ouais. Donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu fais de ces 1 740 €? Et déjà, je tenais à te féliciter, hein, pour ce niveau d'épargne parce que c'est démentiel, hein. À 27 ans, 28 ans, C'est beaucoup. C'est faut beaucoup, ouais, ça faut remettre les choses dans leur contexte, encore une fois, tu vois? Autant effectivement, on Dans parlait les 10 de mon là, hein. salaire qui est plutôt moyen comparé à ce qu'on voit sur Ouais, YouTube parfois qui est absurde, autant mon si on regarde juste mon taux d'épargne fait partie de ces trucs un peu absurdes que si vous voyez ça sur YouTube et ça vous décourage parce que vous dites: «Mais c'est impossible». Oui, c'est impossible pour plein de gens parce que voilà, on a tous des situations différentes et c'est pas juste reproductible, quoi. C'est important de le rappeler aussi, on a chacun des situations différentes et 80 d'épargne, tout le monde ne peut pas le faire et tout le monde ne veut pas le faire et tout le monde ne doit pas le faire. après, moi, je trouve ça intéressant de le faire, quand on est très jeune, tu vois? Mmh. De le faire quand tu as pas de responsabilité, tu as pas de copine, tu pas de famille, voilà, tu aucune attache pour, coffrer un max, quoi. Préparer sa Ouais, alors, retraite, moi, tu tu vois, vois? je suis même pas forcément de cet avis, tu vois? Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ma situation, c'est un peu paradoxal, mais cette épargne, elle est pas du tout le fruit d'un travail ou d'un sacrifice. Enfin, je veux dire, je ne fais pas des efforts pour épargner beaucoup. Je vis de la manière qui me plaît et en l'occurrence, la manière qui me plaît, bah, c'est de pas aller au resto, c'est de pas prendre de vacances. Mais c'est pas, je vais pas en vacances pour économiser. C'est vraiment, je vais pas en vacances parce que j'aime pas prendre des vacances, quoi. Et le résultat, il est là. Le résultat, par voie de fait, c'est que j'épargne beaucoup. Mais je pense honnêtement que, enfin, si je kiffais faire un truc, qui coûte de l'argent, qui me rend heureux aujourd'hui et ça ferait que, bah, j'ai pas 80 mais 60 ou 50 d'épargne, bah, je le ferais. Il y a aucun problème, tu vois? OK. Ouais, tu es pas en mode, épargne forcée, Non, pas tu te du tout et tortures je tous les pense que c'est vraiment une soirs, erreur. On voit ça souvent, tu sais, sur les forums et tout, des gens effectivement, bah, qui sont jeunes et qui se disent: «Oui, je vais épargner à mort et cetera, comme ça, plus tard et ouais, cetera». Mais c'est un peu ce qu'on disait, je pense qu'il y a vraiment un piège du plus tard, tu vois? Plus tard, tu sais pas ouais. qui tu seras, tu sais pas ce que tu voudras, tu sais pas à quoi ressemblera le monde, tu sais pas enfin, il y a tellement de variables. Donc sacrifie pas aujourd'hui pour un demain qui peut-être n'existera pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, si vous kiffez le ski, allez skier, hein. Ah, j'ai partagé un C'est post sur ça. ma chaîne l'autre jour, et je me suis pris en photo, au ski et j'ai mis, coût du séjour 1 000 €, intérêt composé en 30 ans 27 000. Mais au départ, tu vois, je m'interdisais. Je m'interdisais toute dépense. Ouais. Le ski pour moi, bon 1 000 € c'est trop cher, je peux avoir 30 Mmh. 000 € dans 30 ans, à quoi ça sert? Mais finalement, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien et c'est une des seules Ouais, je pense que choses en c'est fait, hyper dans lesquelles je important. dépense, tu vois? Donc Mmh. ça rejoint ce que tu dis, tu vois? Mmh et je pense que c'est hyper important pour être heureux et finalement, enfin à mon sens, il y a que ça qui compte et même, d'un point de vue financier, en fait, c'est aussi le meilleur moyen de tenir dans la durée et en fait, tes intérêts composés, ils vont pas exister si tu pètes un plomb parce qu'en fait, tu es jamais allé au ski ou tu as jamais fait ce qui te plaisait. Donc à un moment, tu vas juste péter un plomb, tu vas au casino, tu vas tout perdre donc ça sert à rien. Donc il faut trouver un équilibre qui Ouais. permette de tenir dans la durée, quoi. Tu peux pas être dans le manque et la restriction permanente pendant 30 ans sous prétexte que peut-être dans 30 ans, tu auras plein d'argent, ça n'a aucun sens. Faut vraiment se sortir ça de la tête, quoi. Ça marche Non, sur les tableaux exactement. Excel, ça marche pas dans la vie, quoi.
Non, exactement. Il faut essayer de faire, ce que tu as envie de faire et le casino, j'avais jamais essayé et j'ai toujours dit: «Ouais, c'est un truc d'abruti et tout», mais j'y suis allé Ah et ouais? je mettais 20 €, 30 € et franchement, ça me fait kiffer, tu vois, de temps en C'est temps, mais marrant. c'est pas parce que j'ai une chaîne YouTube sur la finance que je m'interdis d'aller au casino, tu Ouais, vois? voilà. Moi, j'y vais de temps en temps, je me fais un spa avant, je vais manger là-bas, voilà, c'est cool. Bon, la quand même, la dernière fois, j'avais perdu quand même 60 € hein, et ça m'avait fait mal. Ah ouais? Je suis jamais allé dans un casino. J'ai beaucoup joué au poker. En vrai, faudrait que j'y aille un jour dans un casino. Mais du coup, j'ai jamais été dans un casino physique. Je te propose qu'on aille au casino ensemble et qu'on joue notre PEA. Si on Et on va bouge. peut-être Allez, c'est ressortir parti. millionnaire, hein. On sait jamais. Oh putain, ça ferait mal. Du coup, ça nous fait une excellente transition, parce que maintenant on va parler de bourse. Donc là, on a vu ensemble ton budget, ta capacité d'épargne qui est de 1 740 €. Donc est-ce que tu peux nous expliquer, comment est-ce que, tu utilises cette épargne de 1 740 €? Est-ce que ça va sur, des livrets, en bourse, en crypto, Alors c'est assez simple, témoin de Jéhovah, je sais pas? non, non, c'est assez simple. Donc, initialement, donc depuis mes premiers salaires, ce que je faisais, c'est que, bah, je les mettais sur mon compte, quoi, et puis j'ai commencé à avoir pas mal d'argent et j'ai assez vite ouvert mon PEA, en 2020. Et donc ce que j'ai fait, c'est que très vite, j'ai mis tout l'argent que j'avais de côté, donc je sais plus combien j'avais, mis de côté, peut-être quelques dizaines de milliers, enfin, peut-être 10 000 20 000 un truc comme ça. Donc déjà, j'ai tout mis d'un coup et puis ensuite, en gros, il me restait, peut-être, 1 000 ou 2 000 € sur mon compte courant, quoi, et dès que j'avais mon salaire, bah, du coup, ça montait à 4 000 ou à 3 500 et puis je versais direct, en fonction pour en gros, j'essayais de rester aux alentours de 1 000, quoi, sur mon compte courant, et tout ce qui allait au-dessus, je le balançais direct sur le PEA. Et ensuite sur le PEA, bah, on fera peut-être le détail des lignes, mais petit à Ouais. petit, j'ai acheté différentes lignes, en fonction Ouais, il de y a la il y a formation que certaines lignes, il j'avais et faudra que je cetera. te questionne, hein. Ouais, bien Et sûr. c'est très intéressant, parce que je vais juste repartager mon écran et on va regarder ensemble, le portefeuille de Guillaume. Donc j'ai tout rentré sur, Snowball Analytics. Je sais pas si tu connais d'ailleurs? Je connais pas du tout. C'est une plateforme, d'analyse surtout pour les OK. actions à dividendes. C'est vraiment spécialisé à actions à Ah oui, dividendes, tu d'accord. notes C'est et pas tout, tout à fait adapté, mais si tu as Non, trouvé mais tu peux aussi des rentrer des tickers, ETF c'est bien. et faire des trucs, des backtests de performance. OK, Donc stylé. tu me dis que tu as commencé en 2020, Ouais, c'est c'est ça, j'ai ça? ouvert le PEA en mars 2020. Donc ça fait, 5 ans, tu mets Ça va faire 5 environ ans là en mars, ouais. ouais, tu Mmh. mets tu as mis, 1 500-1 700, par mois, c'est ça, hein? Ouais, même plus. Encore une fois, c'est plutôt une moyenne basse, les 2 000, tu vois, par mois, parce que des fois j'ai des primes et donc du coup, là, tu vois, c'est ce que je te disais, sur l'année, j'étais à 29 000 net, donc 29 000 c'est plus que 2 000 par mois parce que 2 000 fois 12 ça fait 24, pas 29. Mais oui, globalement, tout Plus que l'argent 2000, hein? que j'ai, je l'ai mis dans mon PEA. D'accord. Donc si tu as mis 2000 par mois, on va voir ensemble du coup, je vais dans transactions Ouais, et ça m'avait étonné parce que, tu as acheté pour 151 000 €, de fonds, ah, bah, c'est pas possible, parce que sur Bourseau, c'est bien 150 000 tout rond. ouais, c'est ça, hein? Ah non, attends, heu, comment c'est possible? Non, je sais pas comment c'est possible. Enfin, en fait, ce qui compte sur le PEA, c'est l'apport. Donc moi, j'ai bien Ouais. versé 150 000 € sur Oui, mon voilà, c'est PEA. ça, tu as versé 150 000, ouais. Voilà, après ce que j'ai acheté avec, parce que comme des fois, il y a quand même des ETF que j'ai dû revendre, on pourra en parler, et d'autres que j'ai rachetés et qui avaient de la plus-value, bah, peut-être qu'au final, j'ai acheté pour plus que 150 000, ça c'est possible. Ouais et du coup 150 000 tu trouves que c'est beaucoup? C'est colossal, c'est C'est énorme, colossal. on est d'accord, C'est absolument énorme énormissime. et c'est encore plus enfin, les gens, et ils ont raison, c'est énorme, tu vois? Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut vraiment être fou pour penser que c'est pas énorme et en fait, c'est encore plus énorme pour moi quand on sait le budget que j'ai, en fait. Ouais, En fait, pour moi, 500 €, c'est probablement plus que pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et donc pour ouais, moi, c'est encore plus énorme. Donc oui, c'est absolument colossal. 150 000. Ouais, tu es au courant que tu as le patrimoine financier, moyen des non, même plus que le patrimoine financier moyen des plus de 60 ans, quoi. Ouais, je sais pas ce que c'est, mais c'est sûr que c'est énorme. Ça, c'est L'héritage évident. moyen en termes de financier, d'assurance vie, parce que les gens, les Français, ils aiment bien l'assurance vie, je crois que c'est Ouais, 40 000 €, un truc comme ça. ouais, ça m'étonne pas, ouais. Ouais, donc tu es 4 fois plus. Hem, Avant qu'on rentre dans le détail, de ton portefeuille, est-ce que tu as, un objectif, derrière tout ça? Alors c'est une question compliquée. C'est une question compliquée. De base, en fait, hem, c'est un peu comme, tu vois, mon mode de vie, je le vis tel que j'ai envie de le vivre et donc la conséquence
c'est que j'ai de l'argent en trop, tu vois? Mais c'est pas, le but premier. Et en fait, c'est un peu ça aussi l'investissement. C'est-à-dire qu'après j'ai de l'argent en trop, en l'occurrence, moi, je suis passionné de finance, mais pas pour gagner de l'argent. Je suis passionné de finance parce que, Mmh. j'aime bien la finance comme les gens aiment le foot, tu vois? Et donc c'était assez évident pour moi que cet argent, bah, il fallait l'investir. Aussi parce que c'est un peu un rêve de gosse, tu vois? Quand il fallait, en 5e, 1er jour de classe, après la rentrée, écrire qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, moi j'écrivais trader sur le bout de papier, tu vois? Tous les ans. Parce que c'est ce que je voulais faire. Je trouvais ça incroyable, en fait, les gens qui contrôlent effectivement et qui jouent avec ce monde de la finance, parce que ce monde de la finance, j'ai le sentiment que c'est vraiment lui qui dicte nos vies, enfin en tout cas la vie d'énormément de gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gens qui vont bosser demain, se lever pour aller au boulot, qui gagnent 10 000 balles ou qui gagnent 1 300 balles, ils travaillent pour une entreprise. L'entreprise, elle travaille pour générer des bénéfices et les bénéfices, ils vont aux actionnaires en fait. Mmh. C'est un peu ce truc tentaculaire Oui. qui contrôle nos vies à tous. Donc c'est pour ça que ça m'a toujours passionné. Et donc pour répondre à ta question, il n'y a pas d'objectif très précis. C'est plus, c'est une conséquence quasi involontaire, entre guillemets, de Ouais, j'ai c'est un l'argent. surplus que tu as. Tu es passionné Voilà. de finance et tu t'es dit, bah, Et c'est ça. j'investis Et donc dedans, du quoi. Il y a coup, pas évidemment, j'ai d'objectif. de l'argent, bah, je sais que je ne vais pas tout laisser sur mon compte courant, c'est assez évident. Mais il n'y a pas d'objectif du genre, le but, c'est absolument, d'avoir 1 million, le but, c'est absolument de pouvoir ne plus travailler, le but, c'est absolument de pouvoir faire le tour du monde ou alors d'acheter une super baraque ou alors d'acheter un bateau. Enfin, il n'y a pas d'objectif tangible derrière aujourd'hui. Bah, le problème de se fixer des objectifs, matériels, c'est que si ça tourne mal, si les marchés tournent mal, tu vas faire des Mmh. mauvais choix. Si tu dis par exemple, bah, je vais investir pour m'acheter, une super maison dans 10 ans et que le S&P 500 fait du surplace pendant 10 ans, par exemple, tu investis dessus, bah, tu vas être tenté, de prendre des chemins de traverse, d'aller Ouais. sur de la crypto-monnaie. On m'a demandé l'autre jour qu'est-ce que je pense de la crypto-monnaie. J'en pense rien, c'est de la merde. Enfin pour moi, je voilà, c'est mon avis et c'est assez dangereux mais après, je pense qu'il faut avoir un objectif, lointain, on va dire. Moi, par exemple, c'est la retraite parce que je suis indépendant, donc Mmh mh. forcément, j'aurai pas de retraite. Mais avoir un objectif atteignable et lointain, qui, nous évite aussi de faire des erreurs, quoi. Mais toi, vu que tu Ouais, t'en tout à fous et fait, que tu es bien au ça dépend. quotidien, Mmh. bah Ça dépend des personnalités, je pense, tu vois, typiquement, un objectif effectivement lointain comme la retraite, tu as raison, ça a l'avantage de tu es a priori pas trop stressé par les variations du marché et tout, mais pour certaines personnes, ce serait trop loin et donc pas assez tangible et donc ça les démotiverait, tu vois? Mais tu as raison aussi qu'avoir un objectif pour dans 7 ans, c'est pas une bonne idée si tu investis en bourse, clairement. ouais. Ouais, non, mais 7 en de toute façon, en 7 ans, tu fais pas grand-chose, hein, à part si tu as vraiment, un patrimoine de malade, mais Ouais et puis surtout, c'est de la 7 ans, chance. c'est Enfin, si tu investis en bourse sur 7 ans, littéralement, tu joues un peu au casino. Parce que si tu sais que ton point d'entrée, c'est dans 7 ans, quoi qu'il arrive, bah, ça peut très bien mal se passer. attends, je te vois juste plus là. Attends, c'est quoi? Ouais, moi non plus, ça coupe un peu ta Ça caméra. ça a frisé là? Attends, je vais enlever le partage d'écran peut-être? Ah peut-être, ouais. Parce que moi, je vois plus de ta caméra. Là, je la revois un peu. Une Après, je petite peux enlever, tape? remettre ma cam? Ouais, Peut-être? vas-y, enlève-la juste et on reprend. C'est bon Ouais, juste là? une petite taf. Ça fonctionne? Ouais, c'est bon, OK, je te nice. vois. Je sais plus ce qu'on disait du coup, j'ai la mémoire courte. On parlait, tac tac, Ah des oui, tu objectifs parlais des sur objectifs long terme ou sur court terme et je sur te disais que ça je pense que ça dépend des gens, quoi. Parce qu'effectivement, trop court terme, c'est pas une bonne idée comme tu l'expliquais et d'un autre côté, je pense que trop long terme, bah, il y en a qui vont juste pas avoir la motivation parce que, vas-y, ça fait 40 ans, c'est la retraite, enfin, c'est dans trop longtemps, balèque, quoi. C'est très difficile de rester investi sur, 40 ans et je pense que le secret le mieux gardé, c'est pas la technique, mais c'est vraiment la patience et réussir à oublier ses investissements. Ah, c'est sûr, c'est évident, c'est évident. Bah, tu dois connaître un peu toutes ces histoires de tu sais, quand ils font les ils font les stats sur, les gens qui investissent sur, pas forcément un indice, c'est plutôt sur des fonds actifs et en fait, ils se rendent compte que les meilleurs investisseurs, c'est les gens qui sont morts, en fait. Oui, 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 c'est C'est leur c'est une étude, portefeuille, de ils achètent Fidelity, rien, ils ouais. vendent rien. Oui, mais ça concorde parce que, j'avais vu aussi une stat sur Statista. La durée moyenne de détention d'un titre ou, d'une Ah part ouais? d'ETF, aujourd'hui, c'est 8 mois, dis-toi. Ah putain, c'est fou. Alors que dans les années 1980, il me semble, j'ai plus le chiffre en tête, hein, Ouais, je vais pas m'avancer, sinon je vais me faire taper dessus dans les c'était commentaires, forcément mais beaucoup il me semble plus, que c'est évident. c'était 5 ans. Bah, normal. En même temps, c'était tellement chiant, tu vois? Maintenant, c'est Ah ouais, tellement ouais. facile.
que tu peux changer tous les jours si tu stupide. Ouais, parce que tu pas accès, tu pas accès à internet, Bah oui, toutes les fallait vraiment le plateformes et vouloir. Fallait aller voir le gars et tout, signer des papiers. C'était relou quoi. Tu te disais: «Vas-y, j'ai la flemme, on ouais. verra plus tard». Du coup, tu les gardais longtemps, c'était mieux. Bah, c'est pour ça que, moi, à titre perso, j'aime bien les plateformes, un peu moches. Tu vois, genre, Ah ouais, genre, Bourse Direct? ouais, Bourse Direct. Bon, après, ils essayent de faire des efforts. Interactive Broker, enfin, c'est dégueulasse, tu vois? L'interface, tu te perds, il y a énormément de trucs, tu l'impression que c'est d'un autre siècle, quoi. Et à contrario, les plateformes comme Trade Republic, je suis vraiment pas fan. On me demande souvent ce que j'en pense, J'ai fait une mais vidéo sur Trade Republic qui sort samedi prochain. c'est vrai? Ouais. Mais en fait, ça j'ai l'impression de jouer à la Game Boy, en fait. Bah, c'est clairement le Robinhood, de il y a 5 ans aux États-Unis, hein, clairement. Ouais, c'est dangereux parce que, il y a des rubriques de méga tendances, il y a en fait, tout te pousse, en fait, à être actif, à acheter et à vendre, même s'ils disent qu'il y a pas de commission. Mais, c'est des plateformes assez dangereuses et c'est compliqué quand même de se projeter, sur ce genre de plateforme sur 30-40 ans. Alors que Bourse Mmh. Direct, Interactive Brokers, ça fait des années qu'ils existent. Donc je pense qu'ils seront encore là, pareil pour Boursorama. Après peut-être que j'aurai tort. Écoute, si tu veux bien, on va regarder la composition de ton portefeuille. Hem, Est-ce que tu peux juste me dire, quand est-ce que tu t'es intéressé à la bourse? Comment est-ce que tu t'es formé? Tu as appris Alors tout donc ça sur moi, internet ou? la bourse, c'est vraiment un truc qui me passionne depuis tout petit. Le point le plus marquant où vraiment j'ai commencé à m'y intéresser, c'était il y a longtemps du coup, je sais pas quel âge je devais avoir, un peu plus de 10 ans peut-être. C'est quand il y a eu l'affaire, Kerviel. Ah oui, je devais avoir 10 ans parce que c'était en 2008 et du coup 97, donc j'avais 11 ans. Et en fait et donc tu vois, je vois ces reportages et tout sur le mec, genre il a perdu 50 milliards, mais genre comment c'est possible, tu vois? C'est un humain comme moi et tu vas me faire croire que le mec il a perdu 50 milliards, c'est du délire, quoi. Et donc je trouvais ça vraiment passionnant. Donc je m'y suis intéressé à partir de ce moment-là. Après, bon, bah, je savais très bien que tant que j'avais pas, 18 ans, je pouvais pas faire grand-chose. Mais tu vois, par exemple, je jouais sur, ça s'appelait Morningstar. Je sais pas si ça existe encore. Un truc Si, ça de existe toujours, ouais. voilà. Ouais, Et ben, en fait, sur Morningstar, il y avait un truc qui permettait de faire un portefeuille virtuel. ouais. Où du Tu coup, peux bah, toujours le faire, il tu me semble, disais, ouais. «J'ai 100 € et puis ça suivait les vraies valeurs, tu vois? Et du coup, je m'amusais à acheter, à vendre des trucs, sur mon portefeuille virtuel pour voir si j'arrivais à gagner de l'argent, quoi. Et sur Et Boursorama, tu pouvais aussi le faire, je crois, non? je crois Il y que sur avait Boursorama, tu peux le faire aussi. Ouais, tu Mais à tu peux l'époque, toujours le faire, je ouais. connaissais pas bien. Donc non, mais c'est pour te dire que voilà, très petit, c'était quelque chose qui m'intéressait. Après, évidemment, je m'y suis intéressé plus sérieusement, à partir du moment où j'étais majeur et à partir du moment où j'ai gagné de l'argent. Parce que de toute façon, tant que tu es pas majeur, tu peux pas acheter grand chose et tant que tu as pas d'argent, tu peux pas acheter grand chose. Donc ça sert pas à grand chose. Et je dirais que ma source d'information principale, ça a été, alors YouTube et les livres, et la plus grosse source d'information qui, encore aujourd'hui, je pense que c'est clairement la source d'information que je recommande les yeux fermés, c'est la chaîne YouTube de Ben Félix. Je ne sais pas si tu connais? Non, je connais pas, je connais pas. C'est un gestionnaire de portefeuille, canadien, donc c'est en anglais, mais sur YouTube, on peut mettre les sous-titres en français, c'est pas un problème. Et c'est, vraiment, le contenu finance, sur ces sujets d'investissement personnel qui sont à mon sens les mieux expliqués, les plus sourcés et ça c'est vraiment une exception, dans ce domaine-là quoi. Parce qu'il voilà, littéralement il y a toutes les sources, il y a toutes les rubriques, il y a toutes les citations, d'articles scientifiques qu'il utilise dans ses vidéos. Et donc c'est là que je me suis dit: «Ouais, OK, il y a un truc» et c'est avec lui que j'ai découvert vraiment la notion d'investissement passif. Qu'est-ce que c'était les fonds indiciels? Qu'est-ce que c'était les ETF? Comment ça fonctionnait et cetera. Et c'est là que je me suis dit: «OK, en fait, moi aussi je peux le faire, quoi». Ah, donc tu t'es, inspiré de son contenu pour, Ouais, constituer, ton portefeuille? clairement. Donc toi, tu es un investisseur passif, c'est ça? Donc tu investis uniquement sur des ETF, tu fais pas d'actions individuelles? Exactement. J'ai 0 action, individuelle. Pour la petite histoire, j'ai eu une action individuelle que j'ai C'était achetée laquelle? et je l'ai pas enlevée, mais elle a été liquidée. C'était Orpea. Ah oui, OK, Tu sais les OK. trucs avec les maisons de retraite là, quand ça a fait, -50%, je me suis dit: «Mais Mais tu peux pas OK, le ça fait savoir? -50%, il y a un scandale, mais les maisons de retraite, il est vieux, ils vont pas disparaître, il faut bien les foutre quelque part». Donc et enfin, même aujourd'hui, ce raisonnement, je pourrais l'avoir. Enfin, je veux dire, honnêtement, je pense pas que c'est un raisonnement débile, tu vois? Donc j'ai acheté, je sais pas, peut-être 300 balles, non 100 balles d'actions ou 200 balles, je sais plus. Elle Et a puis, pris bah, c'est plus que tombé à -50, hein, -99. attends. On va juste regarder Orpea, mais Ah bah là, c'est 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 plus plus c'est coté, je plus pense, que hein. -50, hein, c'est du Ah oui, oui, c'est, -90, -99,99. C'est ce que je te disais, en fait, j'ai été ouais, liquidé, c'est comme, tu as été, littéralement.
Tu t'es fait pourquoi ça s'appelle EMEI? J'ai pas suivi l'affaire, hein. Ah ouais, bah, ouais. Attends. Ouais, bah, tu vois, ça existe même plus. Ah ouais, ouais, Et exactement. puis MAI, Mais je sais pas ce que c'est parce qu'avant c'était Orpea, ils ont dû être rachetés, tu vois? Parce que ça ouais, valait ils ont dû zéro. être rachetés, ouais. Et donc en fait, moi, c'était Mais en toujours pas 2018, la hein, moitié du rien qui prix. laissait penser, hein, que ça allait s'écrouler, hein. Bah C'est à non, cause parce de que cet c'était tu sais, article, c'était l'article, ouais. l'étude et cetera. Mais moi, je me suis dit: «OK, il y a un scandale, les gens, retirent leur argent parce que c'est pas cool d'être dans le scandale». Mais en vrai, les maisons de retraite en plus, tu vois, ils ont l'immobilier et tout. Mais en fait, Ouais, on s'est ouais. rendu compte après qu'il y avait aussi d'autres problèmes financiers qui étaient cachés derrière. Au-delà du scandale de maltraiter, nos aînés, il y avait des vrais dysfonctionnements financiers, en fait, dans la boîte qui fait qu'elle a coulé, totalement. Donc voilà, c'était mon seul choix d'action, choix absolument incroyable puisque j'ai perdu 100 de mon investissement dessus. Attends, je t'entends plus. Tu m'entends plus? Ah oui, c'est bon, ouais, ouais, C'est donc bon? ouais. Ouais, donc 100 moins 100. Mais Voilà, après, moins disons que 100 le clean. stock picking et j'en parlais avec un ami, le gros, inconvénient et ce qui peut être dur pour, les investisseurs, c'est que tu vois vraiment tes pertes alors que dans un indice, elles sont assez diluées. Genre quand tu as dans le S&P 500, tu as une entreprise qui fait, -80, c'est dilué. Ah bah, Ton c'est sûr. ton s tu ça va peut-être perdre 0,002, tu vois? L'indice, ça va être assez indolore. Alors que sur du stock picking, par exemple, tu as un portefeuille de 10-15 actions. Ah oui, ton moins 100, tu le sens passer, surtout si tu as mis 20 000, 30 000 €. Mais après, ça peut être compensé par, d'autres entreprises qui auront fait, 500 1000. C'est pour ça que c'est pas évident, le stock Mmh. picking et que l'investissement passif, c'est beaucoup plus adapté aux personnes qui débutent. Après avec de Ouais, l'expérience, en tout à fait. fonction des envies de chacun et des profils, voilà, on peut faire du stock picking ou pas, quoi. On peut effectivement, moi, mon avis sur la question, c'est vraiment que le stock picking aujourd'hui, c'est si on veut faire du stock picking pour gagner plus d'argent que sur les indices, il faut quand même se rendre compte de ce que ça implique. Ça implique que vous pensez être plus intelligent que le marché et le marché aujourd'hui, c'est pas Jean-Michel. Le marché aujourd'hui, c'est des algorithmes qui valent 500 milliards de dollars et qui trade à la nanoseconde, en fonction d'informations que vous avez pas encore, en fait. Donc c'est-à-dire que vouloir battre le marché, c'est ça que ça veut dire. Donc il y a des gens qui arrivent, hein, mais heu, à mon sens, c'est uniquement de la variance et c'est un pari qui est extrêmement risqué. C'est vrai que c'est pas évident. Mais après, disons que pour battre les indices, il faut prendre des entreprises qui augmentent leurs bénéfices de plus de 12 par an parce que le S&P 500, il fait 11 par an. Mais, cette hausse, elle vient de comment dire? De la hausse moyenne des bénéfices, du S&P 500. C'est 11 et c'est pour ça que ça prend 11 en règle générale. Donc il faut aller chercher forcément, beaucoup plus de rendement et de croissance, sur certaines entreprises, genre Microsoft, American Express. Bah, après ce qui est pas évident, c'est de se positionner au bon moment parce que c'est des Bien sûr, entreprises qui sont fortement valorisées et le point le d'entrée marché est au est courant que ces entreprises, elles sont bien, hein. C'est ah pour ça qu'elles oui, coûtent cher. ah oui, tu payes des PER à 40 et à Bah oui. 50 et derrière tu as de la volatilité. Donc là, c'était le cas pour LVMH. Quand LVMH dit qu'ils vont faire 10 de croissance au lieu de 20, bah, voilà, ils Ouais. prennent -20, -30 quoi. Il faut Mmh, être mmh mh. capable, de supporter, ces mouvements. Mais je pense qu'à long terme, c'est possible. Mais après, j'avais interviewé aussi Fabien, qui a pas de chaîne YouTube, mais qui on avait discuté ensemble et lui, il fait du stock picking pour les dividendes. Parce que lui, veut Ouais. se constituer une source de revenus passifs et c'est une bonne manière aussi, d'investir. C'est une bonne raison, pardon, d'investir dans le stock picking pour les dividendes. Parce que toi, Alors tu ça touches dépend, absolument pas à son capital. c'est un sujet qui est un peu particulier, hein. C'est un sujet qui est un peu mal compris, les dividendes, enfin, ça reste une opération neutre, hein, d'un point de vue, rendement, littéralement. C'est-à-dire que le dividende, c'est un détachement de la valeur de l'action. C'est-à-dire que dès que le dividende, il est versé aux actionnaires, la valeur de l'action, enfin, descend du même montant, littéralement. L'intérêt des dividendes, c'est surtout effectivement si on est dans une phase de distribution. Si typiquement on est dans une phase où, on vide ses investissements, dans ce Ouais, cas-là, effectivement, ça a de l'intérêt. Mais si on est en phase de capitalisation, ouais, les dividendes sont contre-productifs puisqu'en fait, ils vont vous être versés, donc vous vous dites: «Trop bien, je vais les réinvestir». OK, sauf que dès qu'on vous les verse, bah, faut payer de l'imposition, de la fiscalité dessus. Alors que s'ils exactement, avaient ouais. été restés dans l'enveloppe fiscale, bah, finalement, vous n'auriez pas eu à payer ces impôts, à ce moment-là et donc ça n'aurait pas entravé les intérêts composés. Donc les dividendes, si on doit les dépenser, oui, mais prendre des dividendes pour les réinvestir, c'est assez contre-productif d'un point de vue fiscal. Oui, des entreprises comme Total et AXA, à mon sens, ça a de l'intérêt uniquement quand tu as un 300 000, un 400 000 de capital, tu vois? Mmh. Sinon, en dessous, bon, enfin, il y a souvent des personnes qui m'envoient leur portefeuille et je vois des trucs, genre, 500 € sur AXA, 600 € sur Total, 700 € sur Publicis. Ça sert absolument à rien.
faut se concentrer sur, des poches capitalisantes jusqu'à atteindre un certain montant et ensuite, aller éventuellement, vers du stock picking sur actions à dividendes. Mais du coup, c'est pas vraiment notre sujet les dividendes, j'en avais parlé dans une autre interview. Mmh. Nous, c'est les indices, donc on va regarder ton portefeuille, si tu veux bien. Yes. Donc, principalement des indices, Ouais, uniquement du coup, vu que j'ai plus Orpea. J'ai donc là, que des tu vois mon ETF. écran là ou pas? Ouais, je vois ton écran. OK, donc on va filtrer en termes de valorisation. Donc, tu as en première position le Lixor PEA S&P 500. Ouais, tout à fait. Donc ça représente, quasiment la moitié de ton patrimoine financier. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi cette pondération? Alors en fait, l'idée initiale, quand j'ai créé mon portefeuille et quand j'étais en phase d'accumulation, c'était, enfin en fait l'idée vraiment initiale, c'était je savais que l'ETF Monde existait. Donc typiquement le CW8 de Amundi et en fait, le CW8 de Amundi, il a des frais, annuels de 0,38. Enfin il avait en tout cas, je ne sais pas si c'était encore le cas. Et en fait, je me suis dit: «Trop malin, je vais reproduire le même indice en prenant 60 États-Unis, 40 Europe». Ce sera à peu près en termes de corrélation, la même chose, sauf que les 2 indices, eux, ont, des frais de genre 0,15, donc un peu moins. Donc c'était un raisonnement complètement con, hein, que je vous déconseille de faire à la maison. Parce qu'en fait, déjà, il faut bien comprendre que quand vous regardez les performances, historiques des indices, elles sont, nettes de frais. Donc en fait, c'est pas parce qu'un ETF passif a plus de frais que nécessairement il fera moins que, un autre ETF. C'est pas du tout corrélé. Donc voilà, c'était ça la logique et donc c'est pour ça que j'ai investi massivement aux États-Unis et aussi beaucoup, en Europe. C'était pour reproduire, un petit peu, à la même enfin, «fait main» entre guillemets, le MSCI World et donc l'idée c'était de prendre du S&P 500 pour avoir la partie états-unienne et de prendre je crois que c'était du BNP, Europe 600 pour, la partie Europe. C'était ça la logique et la pondération aujourd'hui est beaucoup plus forte pour les États-Unis, tout simplement parce qu'ils ont surperformé ces dernières années. Et donc en fait, à la base, je Ça voulais ça pas fait avoir longtemps qu'ils autant. surperforment quand même, enfin qui Ouais, ont une bah, meilleure c'est clair, performance que tout le monde, hein, ça c'est fait 100 clair. ans. On est d'accord. Donc quand tu Mais regardes le voilà, CAC en tout cas, 40, voilà, l'idée, c'était pas nécessairement d'avoir autant, mais de toute manière, moi, je veux pas faire d'arbitrage. Donc s'ils continuent de surperformer, bah, ils domineront mon portefeuille et so be it, c'est comme ça. OK, OK, c'était très clair. En deuxième position, tu as le Emerging, Asia Oui, Asia, tout à fait. Donc ça, c'est probablement la mine la 45 moins 000. comprise de mon portefeuille, parce Ouais, qu'elle est quand parce même qu'en termes de énorme. performance, j'avais regardé, c'est waouh, c'est Ah bah, on le voit, hein, littéralement, c'est 7 alors que tous les autres sont beaucoup plus hauts. Elle était en négatif d'ailleurs jusqu'à l'année dernière. Donc effectivement, les pays émergents, l'idée, en fait, l'idée encore une fois, c'était de reproduire un espèce d'ETF global, quoi. Donc l'idée, c'était ouais, d'avoir de l'Europe, des États-Unis, des pays émergents. D'où, mon exposition à cet ETF-là. Et de manière générale, j en fait, j'aime bien l'idée de me dire: «Si demain il y a une bascule, si demain, vraiment, ça s'essouffle du côté occident et que c'est, du côté de l'Asie que ça se passe, d'un point de vue boursier, ouais. j'ai pas besoin de timer ce moment-là. Parce que ce D'accord, moment-là, OK, il va peut-être OK. arriver un moment, mais entre où il arrive pas. Et tu vois, il faut le timer. C'est-à-dire qu'à un moment, si tu es pas investi, bah, faut prendre ses couilles et il faut vendre des États-Unis alors que c'est plutôt bof bof pour aller acheter enfin de l'Asie, c'était difficile, tu vois? Alors que là, moi, je suis vraiment en mode et je l'ai déjà dans mon portefeuille. Si si un jour ils prennent l'avantage et le paradigme change, j'ai pas besoin de changer mon portefeuille, je serai quand même bien. Si le paradigme ne change pas, bah, j'aurai un portefeuille qui sous-performe, un portefeuille qui est 100 États-Unis. Ça, c'est évident et c'est Moi, le je te cas donne un d'ailleurs un indice, aujourd'hui. si tu vois des gens dans le métro, écouter de la K-pop, bah, là, ce sera Mmh. peut-être, le moment de d'arbitrer. C'est ça. Non, mais c'est ça. Donc moi, l'idée, c'est qu'en fait, l'avantage de cette ligne, elle est pas du tout rentable historiquement, hein, mais après, les Hein, performances passées ne présagent pas des performances futures. Mais l'intérêt pour moi, c'est qu'elle me permet vraiment de ne pas avoir à me soucier justement de l'actualité. Je vais pas avoir à me soucier de qui va gagner, qui va performer, qui va pas performer, parce que j'ai d'accord. déjà un petit peu tout dans mon panier. Donc j'ai pas besoin de me dire quand est-ce qu'il faudra que je mette des pays émergents dans mon panier comme beaucoup d'investisseurs font. Et je comprends, hein, ça se défend totalement de dire pour l'instant ils ne sont pas mûrs. Quand ils le seront, je les rajouterai à mon portefeuille. Mais du coup, il faut surveiller, quoi. Je vais inciter je vais faire un petit appel à l'action. Dites-nous dans les commentaires les amis, ce que vous pensez, des ETF, marchés émergents, Emerging Asia et compagnie, pour qu'on voit mais c'est très intéressant d'avoir d'autres points de vue parce que moi, au niveau pays émergents, je suis assez,
assez catégorique, dans le sens où je pense que les États-Unis domineront encore dans Mmh. 100 ans, dans 200 ans. C'est pas prêt de s'effondrer. Ça s'effondrera un jour, mais ce sera comme Rome, hein, l'effondrement de l'Empire romain, il a pris 500 ans avant Ouais, de se ça se faire, tu défend vois. clairement. Il y a clairement un monde dans lequel, cette ligne, elle Mais on sait sous-performe, pas. jusqu'à la fin de mes jours et juste j'ai un Ouais. portefeuille qui sous-performe, enfin, c'est tout à fait possible. Oui, non, mais de toute façon, on peut pas savoir, hein, après, On peut pas savoir, c'est les convictions clairement. de chacun, hein, et moi, je suis 100 États-Unis, quoi, hein, quasiment, Ouais, je comprends. Ça se défend quasi clairement. donc non, mais très intéressant en tout cas. Moi, ça me fait du bien d'avoir, des avis un peu contradictoires. Après, tu nous as dit le BNP Paribas, stock 600 Europe, Voilà. donc là, Donc ça, c'est c'était l'idée de reconstruire le MSCI World avec 2 indices en pensant qu'ils avaient moins de frais, mais en fait, on s'en fout, ne faites pas ça chez vous. Si vous voulez avoir du MSCI World, achetez du MSCI World, ça sera beaucoup plus simple, ça sera beaucoup mieux. ne faites pas ça chez vous. C'est Et pas ensuite grave, encore une fois, vous pouvez le faire, hein, je l'ai fait ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que je j'arbitre pas parce qu'en fait, ça revient au même, mais ça rajoute de la complexité qui n'apporte aucune valeur, quoi, littéralement. dans ce que tu dis, en fait, tout ce que tu as fait, on pourrait le résumer à un MSCI World, c'est ça? Ouais, c'est ça, C'est ce que tu as exactement. essayé de faire. Voilà. Ensuite, Amundi ETF, Leverage MSCI USA. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est un ETF à effet de Alors ça, levier? c'est un ETF qui c'est la ligne la plus, la moins, «textbook» entre guillemets de mon portefeuille. Donc c'est un ETF leverage, ETF leverage, c'est des ETF qui, fonctionnent sur des effets de levier. Là, en C'est l'occurrence, c'est un un c'est effet un de fois 2 levier. ou un fois C'est un 3 x2. C'est un C'est un x2. x2. Donc sur le MSCI USA, alors que c'est un proxy du S&P 500 à peu de choses près. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas concrètement, c'est-à-dire que ça double, la performance quotidienne de l'indice. C'est-à-dire que quand l'indice fait plus 5 sur un jour, bah, en fait, cet indice-là, il fait plus 10. Quand l'indice fait moins 3, et ben, il fait moins 6. Donc l'intérêt et derrière ça, c'est que vous êtes exposé à un effet de levier, qu'en moyenne, la bourse, ça gagne de l'argent, donc en moyenne, vous gagnez plus d'argent. Il faut bien comprendre que c'est extrêmement risqué. C'est extrêmement risqué. Alors, il y a un risque qui est assez peu probable, mais qui est assez dramatique, c'est s'il y a moins de 50% d'un jour, bah, du coup, ça fait moins 5% et vous ne pouvez pas vous relever. C'est-à-dire que vous êtes wipe totalement. C'est possible. C'est jamais arrivé, mais sur le papier, c'est possible. Ah donc Euh, c'est-à-dire que tes positions sont liquidées. Si ça fait -50, Si si le ça, marché fait si, oui, parce qu'en -50 fait, c'est quotidien. Donc, si ça fait moins 25, ah ouais, c'est pas grave, ça fait moins 50, et puis ensuite, ça fait moins 50 de moins 50. Mais si sur une journée, ça fait moins 50 l'indice, et moins 100, donc tu es liquidé. d'accord, OK, OK. Donc, ça, c'est un risque qui est très peu probable statistiquement, mais s'il arrive, c'est dramatique parce que tu perds tout. C'est déjà Donc, arrivé ou pas, non, c'est pas dans les arrivé. différents crashs en 1929 par exemple, c'était -40 je crois, non, sur une journée? Alors, je sais pas, en tout cas, c'est jamais arrivé, mais il y avait probablement pas de TFL Leverage à l'époque, de toute manière, D'accord, je OK. pense. Ouais, donc une Donc, position assez risquée tout de même. ouais, extrêmement risqué. Une position aussi extrêmement risquée pour, la notion de ce qu'on appelle le bêta slippage. Je sais pas si tu vois ce que c'est? Non. En fait, c'est ce que j'expliquais, c'est que là, en gros, toutes les, évolutions, qu'elles soient positives ou négatives, sont amplifiées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en gros, si tu as 100 € et que ça fait moins 50%, plus 50%, bah, du coup, moins 50%, tu es à 50, plus 50%, tu es à 75. Donc, tu es Ouais, à moins 25% par rapport à 100. Alors que si tu avais fait moins 5%, plus 5%, bah, tu serais à 95, plus 5%, à 96. 96, c'est beaucoup plus que 75. Donc, on voit bien qu'en fait, quand le marché il stagne, bah, en fait, le bêta slippage, il fait que ta performance, elle diminue. Donc, pour battre ce bêta slippage, il ne suffit pas d'avoir une performance de 1%. Il faut avoir vraiment une surperformance très importante. Et donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus risqué les ETF à effet de levier et j'attire l'attention là-dessus. Faites très attention avec ça. Donc voilà, moi, c'est une ligne vraiment un peu de jeu que j'ai fait. En ouais. l'occurrence, c'est une ligne en plus que j'ai investi en empruntant à l'époque où il y avait des emprunts à taux personnel à 0,75%. Donc j'avais emprunté 14 000, j'avais investi direct. C'était vraiment dans un creux de la vague en plus. Donc voilà, c'était vraiment, on est sur une ligne casino à peu de choses près, hein. Ouais, bah, ça Casino représente mais un rentable. 10 de ton patrimoine quoi, 10 un peu spéculatif. C'est ça. C'est un peu mon Ensu bitcoin à moi, quoi. Ensuite, il y a le Nasdaq, donc très bonne Ouais, performance sur le Nasdaq, hein, je sais pas depuis combien de temps, tu as pas longtemps. renforcé, mais 103 à mon avis, ça doit faire 1 an et demi que tu l'as, non? Oh non, non, 2 je l'ai ans? acheté il y a très longtemps et 2021 je pense, non? Au moment de la baisse? ouais, voilà, je sais plus trop, Non, mais non. il y a longtemps. En gros, toutes les lignes qui suivent, je les ai achetées au début, avant d'avoir cette stratégie globale de dire, je veux faire je veux reproduire un ETF monde et cetera. Donc j'ai acheté un peu de tout. J'avais des ETF Japon, j'avais des ETF Russie, j'avais des ETF Amérique du Sud, ETF Nasdaq, ETF Amérique latine, ETF, voilà. Et j'essayais il y avait toujours cette idée de, bah, d'en avoir un peu partout finalement.
comme on voit souvent dans les portefeuilles de débutants dont tu parlais, Ouais, on peut ouais, parler ouais. des actions, mais les gens font aussi beaucoup ça avec les ETF. Parce qu'en fait, on a cette illusion de diversification. Mais ce qu'il Oui, faut alors bien que sur une comprendre, seule ligne, tu peux déjà être diversifié, là. Si je prends alors, mais même heu, plus le en stock réalité, et c'est 600, c'est ça qui est tu paradoxal. C'est-à-dire que là, si on voit mon portefeuille, on peut avoir l'impression que mon portefeuille, il est plus diversifié qu'un portefeuille avec une ligne écrit juste MSCI World, sauf que mmh, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, dans le MSCI World, il y a 3 600 entreprises et en fait, elles sont pas, enfin, ça représente la capitalisation. Alors que là, moi, j'ai des trucs qui se chevauchent les uns les autres. Donc, je ouais, surpondère certains secteurs. Typiquement, j'ai du Nasdaq et du S&P 500. Donc, je suis surexposé à la tech américaine. Donc, typiquement, je baisse en diversification alors que j'ai 2 lignes. Donc, il y a ce ouais. paradoxe de, on a l'impression de se protéger en ayant plein de lignes, mais c'est pas vrai du tout. Vous pouvez avoir plus de lignes et avoir un portefeuille moins diversifié, plus risqué. Donc voilà, c'est un petit peu mes erreurs de débutant, mais je les ai gardées parce que je trouve ça marrant, ça fait un peu l'historique, tu vois, le Ouais. parcours. Puis voilà, ça me coûte pas cher, enfin, je peux les garder, ça coûte rien. Je trouve ça marrant de les garder. En ensuite, tu as du MSCI Latin America, Ouais, du small c'est ça, cap donc ça, même aussi, principe pour en avoir un peu partout, parce qu'eux, ils sont heu, pas dans le l'ETF Emerging Asia. ouais, Donc l'idée de toujours être exposé à ces marchés émergents qui peuvent, effectivement, à mon sens, exploser à un moment et je veux déjà être investi quand ce sera le cas. et après tu as Donc le c'est pour CAC ça que j'ai putain, tu as cet le CAC ETF-là. 40. Tu es patriote, c'était pour la ligne patriote pour dire: «Ouais, c'est bon, je suis en France, heureux d'être français». Ouais, c'est le tout, tout 1er que j'ai acheté. Tout C'est le tout 1er. premier que tu as acheté? Mais Ouais, du bien coup, la sûr. la la question que j'ai Bah oui, envie de parce qu'au poser début, je quand même connaissais pas trop, donc je me suis dit CAC 40, je connais, quoi. parce qu'à mon avis avec, cette enfin, on regardera après, mais tu dois avoir une performance inférieure, légèrement inférieure au S&P 500. J'avais fait la simulation, je me souviens plus. Largement, Et tu aurais pas envie de faire un largement peu de inférieur. ménage? Après je peux concevoir que tu aies envie de garder le Emerging Asia en cas de retournement, mais tu as pas envie de faire un petit ménage Je pourrais, mais ça changerait pas dans le grand-chose. portefeuille? En réalité, ma sous-performance, elle est vraiment liée à la ligne Emerging Asia, parce que là, en fait, c'est des montants qui sont assez faibles Ouais, et puis, enfin, Nasdaq, c'est relativement très corrélé et cetera. Enfin, voilà, ces lignes-là, elles servent pas à grand-chose et elles n'ont pas beaucoup d'impact sur la valorisation de mon portefeuille. Donc, non, non, la valeur, enfin, ce qui fait que mon portefeuille, traîne derrière, le MSCI Monde ou le S&P 500, c'est vraiment, la ligne liée aux pays émergents et c'est une ligne aujourd'hui que je veux garder. OK. Attends, alors ce que je te propose, de faire, c'est juste un petit backtest pour voir, la performance, sur les 10 dernières années avec ton portefeuille. Moi, j'aime bien utiliser cet outil pour traquer. Après, D'accord? sachant que la performance, toi, tu la suis, tous les ans ou tu t'en fous? Oui, ce serait mentir que de dire que je regarde pas parce que, mais encore une fois, je regarde parce que ça m'amuse. Je regarde en plus parce que je fais mes vidéos, donc c'est l'occasion. Hem, mais voilà, je pense que c'est pas une très bonne idée en réalité. Si vous pouvez juste oublier vos investissements, c'est très bien. Mais en Ouais. l'occurrence, moi, je regarde parce que ça m'amuse. Donc on va regarder un peu ta performance. Après, toi, disons qu'avec le capital que tu as, j'ai pas montré le capital total, bah, on verra ça après. Mmh mh. Tu as pas besoin non plus d'aller chercher la performance la plus élevée. Tu peux Non. contenter largement d'un 8 d'un 9. Ah, c'est sûr. Si je peux signer pour garantir un pourcentage qui est un petit peu en dessous du marché, mais qui est quand même honnête, je le ferai. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche la bourse, mais Bah, en fait, c'est ça l'avantage, plus tu es riche et moins tu prends de risques et plus c'est ouais, c'est c'est simple, clair. en fait, hein. Alors que quand tu as pas un rond, tu commences avec 100 €, putain, tu essayes de choper le moindre truc à effet de Ouais, c'est levier sûr. pour essayer Mmh. d'aller vite. Mais là, tu es dans une très bonne situation. Donc on va juste regarder ta performance, pour voir. Mais après, je te cache pas que, toi, si j'étais ton conseiller financier, bon, je pense que tu m'aurais pas engagé de toute façon, tu es contre ça. Et je pense que j'aurais fait totalement autre chose. Après, c'est les goûts et les couleurs, et ça fait toute la beauté, de cette discipline. Donc on va regarder, ah ouais, ton portefeuille, ouais, depuis 2019, hein, il nous donne la Ouais. performance depuis 2019 parce qu'il y a des ETF qui Ouais, sont qui trop était récents, en pas fait, hein. listé. Mmh, bien sûr. Donc tu es en dessous de 19. Là, tu as ton portefeuille là. Ça me paraît même. Ouais, Pour moi, ouais. je sais pas comment ça calcule, mais je pense que je suis bien plus en dessous que ça, hein. Tu penses que Ah ouais, ouais. Ah, je pense, ouais. Ouais, ouais, parce que j'avais fait je sais plus, j'avais regardé vaguement, mais il me semble que c'est bien pire que ça, hein. Je sais pas trop comment c'est calculé, mais c'est sûr que je suis derrière et pour moi, je suis derrière d'encore plus que ça. bah, ça prend, en fait, ça prend, bah, toutes tes lignes, et Mmh. ensuite toute la performance historique et compagnie. Après ça prend pas en compte quand tu les as achetés exactement. Ouais, c'est pour J'avais ça, pas peut-être que de, c'est un peu différent. Moi, je crois que dans mon cas précis, c'est pire que ça. Le manque à gagner est plus important.
Nouvel Ouais, c'est appel à cool. l'action. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce portefeuille. Est-ce que Guillaume devrait être uniquement à 100% sur le S&P 500? Donc, on a vu la performance de Guillaume là, sur son portefeuille. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu comptes faire de ce capital? Donc, je vais juste te montrer la valorisation totale. Elle peut être intéressante pour analyser. Et ça nous servira de support pour ce dont on va parler. Donc là, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, tu as un portefeuille de 212 000 euros, c'est ça? Ouais, là, je suis plutôt 220 000, mais bon, c'est dans ces eaux-là, quoi. 220 000 uniquement sur le PEA. Ouais, c'est ça. OK. Et avec ce capital, tu as déjà fait des simulations pour dans 10, dans 20, dans 30 ans où tu laisses courir? Oui, oui, je me suis pas mal amusé pendant une période. Je pense qu'on a tous eu à cette période. S'amuser à rentrer dans toutes les possibilités, dans tous les calculateurs, et cetera. Donc oui, oui, j'ai déjà fait et théoriquement, c'est beaucoup d'argent et ça peut permettre d'avoir beaucoup d'argent. Heu, c'est, Et comment parce qu'à un moment, j'imagine que après je sais pas ce que tu veux faire de tout cet argent, si tu veux le léguer ou tu veux l'utiliser à des fins perso, mais à titre perso, si tu devais l'utiliser pour toi-même, comment est-ce que tu t'y prendrais? Alors aujourd'hui, pour moi, c'est encore une fois, c'est pas clairement défini parce qu'encore une fois, j'ai pas voulu épargner X, tu vois? C'est plus, par voie de fait, il s'avère que j'ai X. Mais voilà, maintenant que je suis dans cette situation, à mon sens, l'utilisation la plus pertinente de cet argent, c'est, d'acheter du temps. D'accord. Et donc concrètement, acheter du temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser cet argent pour, payer mon loyer, mon riz et voilà, plutôt que d'aller travailler pour payer ça, quoi, et donc avoir plus de temps libre. C'est un peu comme ça que je le vois. C'est pas encore clairement défini et j'ai pas de stratégie, gravée dans le marbre à ce sujet-là. Mais en tout cas, je vois pas d'autres manières de dépenser mon argent qui me permettraient d'avoir plus d'utilité, tu vois? D'accord. Voilà, je veux pas voyager, je veux pas acheter de trucs chers, je veux pas l'autre truc, ce serait, donner cet argent. À OK. des fins qui me paraissent, justes. Parce que là, si on applique la règle des 4 sur ton investissement, ça fait environ 8 500, 9 000 € par an, tu vois? Ouais, Avant prélèvements sociaux et ça couvre largement tes dépenses. Donc en fait, ça veut dire oui, qu'aujourd'hui, tu peux arrêter de travailler avec ce tout à fait, capital-là et ton niveau de vie, tout à fait. s'il C'est-à-dire reste que le même, bien sûr. ouais, tout à fait, bah, j'avais pendant longtemps, enfin, en tout cas pendant cette période de capitalisation sur mon PEA, j'avais, l'objectif de 150 000 parce qu'en fait 150 000, en l'occurrence, c'est le plafond du PEA, mais c'est marrant parce que ça coïncidait exactement avec, 150 000, 4 ça fait 6 000 €, donc ça fait 500 € par mois et 500 € par mois, bah, ça couvre tout juste effectivement mes dépenses, aujourd'hui. Donc c'était un peu mon objectif en mode si j'ai 150 000, de un, j'ai rempli le PEA et de 2, techniquement, je suis indépendant financièrement. Donc oui, c'est tout à fait faisable. Après évidemment, il y a de la variance, il y a les prélèvements sociaux dont tu parlais, hein. C'est-à-dire Ouais. que concrètement, tu retires plus 3 que 4, enfin, d'un point de vue net. Mais oui, c'est totalement envisageable et j'y réfléchis sérieusement. Tu réfléchis, bientôt à piocher dans ton capital? Ouais, c'est ça, en tout cas, enfin, même, là, j'ai, rempli mon PEA, c'était fin d'année dernière. Là, toute cette année, j'ai investi 0 €. Parce que, en fait, pendant toute cette période de capitalisation, j'avais genre 1 000 € sur mon compte, à chaque fois et dès que j'avais plus, j'investissais. Et là, de toute cette année, j'ai mis tout l'argent sur des livrets. Donc j'ai mis une vingtaine de milliers d'euros sur livret A et le DTS, de manière à avoir du cash et de manière à OK. dire: «Si effectivement demain je veux pas travailler ou moins travailler, bah, j'ai déjà ces livrets-là en cash qui fait que je peux les utiliser pour, mes dépenses pendant, les 2, 3, 4 prochaines années». Même si effectivement la bourse, bah, est en phase descendante, j'ai pas de perte de enfin, j'ai pas besoin d'acter mes moins-values, quoi. OK, ouais, donc ouais, ça nous fait une bonne transition pour la partie, suivante, donc le volet PEA, on va dire que tu l'as terminé. Ouais, Tu n'ouvres clairement. plus ton compte, tu Là, verses j'y plus touche plus. dessus. J'arbitre pas, je regarde parce que ça m'amuse, mais voilà, clairement, j'y touche plus. Est-ce que tu as d'autres enveloppes fiscales, enfin, ou d'autres, supports d'investissement que tu aimerais explorer, notamment le compte titre? J'ai un compte titre, je dois avoir 100 balles dessus, je dois les mettre 100 balles pour l'ouvrir. J'ai une assurance vie, pareil, je l'ai ouvert, j'ai mis 100 balles dessus pour l'ouvrir, pour avoir l'horloge fiscale qui tourne. Si demain, mon objectif, c'est d'avoir plus d'argent et d'investir plus d'argent, dans mon cas, le plus évident et le plus pertinent, c'est clairement d'investir sur compte titre ordinaire. Ça, OK. c'est évident.
Mais c'est beaucoup moins évident que j'ai besoin de plus d'argent. Parce qu'effectivement, je fais un peu le Ouais, même ouais, constat que c'est ce que je toi, me dis. que en fait, Ouais. ça changerait rien, quoi. Donc voilà, c'est pas si évident que je vais prendre cette route. Mais bon, si je me décide pas et que je continue à travailler et que je continue à avoir trop d'argent, bon, bah, il y a un moment, je vais pas mettre 40 000 € sur mon compte courant, donc je vais mettre Ouais. l'argent sur le CTO et puis c'est pas grave, je le retirerai si je change d'avis. Mais clairement, si je refierais mon argent, c'est ce que je vais faire. Bah, surtout au vu de ta stratégie, parce que tu choisis principalement des fonds indiciels et le compte titre, ça a pas vraiment d'intérêt, en fait, pour toi. Parce que tu vas avoir exactement les mêmes fonds indiciels, tu vas à Ouais, l'exception que tu clairement, vas être bah, chez juste, ouais, Vanguard de ou toute chez façon, c'est BlackRock, juste quoi. parce que le plafond du PEA est atteint, quoi, mais de toute façon, j'ai pas besoin de plus Mais je viens de de penser à un truc, enfin, je pense on te l'a déjà dit, tu voudrais pas avec, les liquidités en plus là, tu m'as parlé de mmh. 40 000, 50 000 €, tu voudrais pas acheter un 3 pièces, être propriétaire et faire venir des colocs pour les faire, Ah ouais, rembourser le loyer? c'est une idée Vu que qui tu aimes bien existe, être en coloc et que tu aimes bien partager. alors, c'est une possibilité et c'est une possibilité qui est extrêmement rentable, hein. Pour le coup, si vous voulez faire ça, je vous invite à le faire, parce que c'est très rentable. Mais, alors déjà, j'ai pas très envie d'être propriétaire. J'ai pas très envie OK, de gérer la responsabilité d'être propriétaire et j'ai encore moins envie de gérer, des relations avec des colocataires qui sont un petit peu particulières parce qu'elles seraient asymétriques du fait que je suis propriétaire, tu vois? C'est-à-dire ouais, qu'aujourd'hui, si mes colocataires font de la merde dans l'appartement, en fait, je m'en fous, tu vois? C'est pas mon appartement. Sauf que si ouais. demain, c'est mon appartement, les gens ne font pas comme moi j'ai envie qu'ils fassent et du coup, il y a cette incompréhension, enfin, je pense que je me sentirais mal et ça me plairait pas. Donc, d'un point de vue financier, ce serait tout à fait rentable, mais encore une fois, le point de vue financier, paradoxalement, dans ma situation, c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, Ouais. c'est de vivre sereinement parce qu'en fait, le point de vue financier, tu vois, il est déjà validé sur le papier, en fait. Ah mais avec de l'immobilier locatif, tu vis, tout sauf sereinement, hein. Bah, ouais, c'est ça. Donc bon, C'est un peu le c'est mirage, du c'est revenu passif alors que c'est une galère sans nom, même avec 2 ouais, bah, appartements. ça dépend. Encore une fois, il y a plein de situations. C'est En fait, le truc, c'est que c'est très, en fait, l'investissement immobilier, c'est un petit peu comme, acheter une action, tu vois? Tu achètes un appart, tu as ouais, un locataire, enfin, je veux dire, c'est très spécifique, quoi. Donc ça se trouve, l'appart, ouais, il est hyper rentable, le locataire, il est parfait et tout se passe bien. Et ça se trouve, ça se passe pas bien et dans ce cas-là, c'est dramatique. Au même titre que quand tu achètes une action, bah, si tu as acheté Microsoft au bon moment, bah, bingo, et si tu as acheté Orpea au bon moment, bah, tu te fais emmerder, quoi. après si tu prends Microsoft, c'est beaucoup plus diversifié qu'un a Oui et encore, je un suis seul d'accord. locataire, tu vois? Je suis entièrement d'accord. Je C'est des suis d'accord, c'est encore mastodontes, tu vois? pire. Oui, tu as raison, c'est encore pire. Tu as raison. Mais oui, après C'est je un vois peu l'idée de une cette toute idée petite de PME. oui, tu prends des petites PME, mais si par exemple, moi avoir un portefeuille avec 5 actions, j'aurais aucun problème avec ça, tu vois? Oui, c'est Genre clair. De du toute façon, maintenant, les méga ce que corporations j'ai sont en tellement plus. immenses, elles ont tellement de l'immobilier partout, elles opèrent dans tous les pays Ouais. que déjà, même une entreprise, elle est déjà diversifiée en tant que telle, je suis d'accord. Les grosses entreprises, elles le sont en tout cas. Bah, écoute, je te propose, de clôturer le volet, bourse. Est-ce que, bah, vu qu'on a pas mal de viewers, sur cette chaîne, sur nos 2 chaînes, qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes, qui débutent ou à des personnes qui ont un peu plus de patrimoine, au niveau de leur stratégie, d'investissement? Alors moi, Moi, je je conseille des suis choses, mais c'est pas tu vois? Ouais. mmh, je suis intimement persuadé que déjà, il faut prendre le temps d'évaluer, son horizon de temps et sa tolérance au risque. 2 choses qui sont impératives. Il faut absolument savoir si vous allez avoir besoin de l'argent que vous allez investir dans les 5, dans les 10 ans, parce qu'on en parlait. Si c'est le cas, bah, la bourse, c'est pas fait pour vous, littéralement. Il faut mettre dans des supports qui vont garantir votre capital, parce que si dans 3 ans, vous avez besoin de l'argent pour, acheter une bagnole, bah, si la bourse est en négatif, vous l'avez dans le cul, donc c'est nul, quoi. Donc ça, c'est très important et travailler, enfin, étudier et connaître sa tolérance au risque, ça, c'est très compliqué et ça, pour le coup, ça ne peut se faire que par la pratique. Donc, notamment si vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, même si tu le disais, quand tu investis 100 €, bah, de toute manière, tu ne vas pas gagner des milliers et des cents, il y a pas de miracle. En fait, ça a quand même un intérêt très, très utile, c'est de connaître ta tolérance au risque. Parce que si quand tu investis 100 € et que ça fait moins 40 bah, tu n'arrives pas à dormir, bah, tu sais Mmh. très bien que quand tu investiras 150 000 €, bah, ce sera pire. Ouais. Donc là, encore une fois, ça veut dire que la bourse, c'est pas fait pour toi, littéralement. Parce que tu vas juste péter un plomb, le jour où ça va mal se passer. Donc ça, c'est important de le savoir parce que ça évite d'être, pris au dépourvu au moment où vous avez tout en bourse et c'est la première fois que vous vivez un krach boursier et là, vous commencez à paniquer et c'est le meilleur moyen de perdre de l'argent parce que c'est le moment où vous vendez au pire moment et cetera. Ouais, bah, la situation la plus dangereuse, c'est une personne qui a hérité et je sais qu'il y en a sur cette Ouais, chaîne qui viennent clairement. d'hériter de 100 000 € et qui savent pas quoi faire, Ouais, avec c'est sûr. et c'est très, très difficile de rentrer sur les marchés, même sur 1 an, sur 2 ans. Finalement, l'investissement en bourse, c'est un long parcours, hein. Mmh mh, c'est C'est clair. vraiment à Ouais, dans long ce cas-là, c'est terme. particulier, mais je pense qu'il vaut mieux, tu vois,
prendre juste une toute petite partie, la mettre en bourse et voir comment on réagit, tu vois, Ouais. dans notre ventre, quoi, tu vois? Est-ce qu'on est stressé, est-ce qu'on n'est pas stressé, et cetera, avec ça et tempo un peu et une fois qu'on sait si on est ou pas tolérant au risque qui est intrinsèque à la bourse, là, y aller plus franchement. Mais il faut faire attention, ouais, ça correspond pas à tout le monde. OK. Ouais, donc on va clôturer le volet bourse. Donc, bravo pour ton parcours. 220 000 € de patrimoine financier à 27 ans, donc quasiment, rentier. Ça nous amène, vers la partie, que moi j'appelle, business complémentaire sur YouTube. Donc Je tu as me aussi permets une juste une de ch rajouter quelque chose sur oui, sur le patrimoine, parce que c'est pour répondre à pas mal, enfin, des questions que j'ai régulièrement en commentaire, donc peut-être que certains se poseront la question en regardant l'interview. Si vous faites les calculs, vous allez peut-être vous dire: «Mais c'est bizarre, enfin, il a plus d'argent que ce qu'il a investi». Et effectivement, c'est vrai pour plusieurs raisons. C'est vrai parce que, bon, 2 000 €, c'est une moyenne basse, donc parfois j'ai gagné plus. C'est vrai parce que j'ai fait un emprunt personnel, dont je OK, parlais à 0,75 de 14 000 €. Et c'est vrai aussi parce que j'ai reçu une donation de mes parents de 40 000 €. Et donc ça d'accord. remet aussi les choses en contexte, c'est ce qu'on parlait, hein, la reproduction sociale, elle est évidente. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'argent parce que mes parents sont d'un milieu aisé et ça joue énormément. Et je pense que c'est important de le rappeler et il faut pas, enfin moi je suis absolument pas de dire oui, il suffit de vouloir pour le pouvoir, il suffit de travailler dur, etc. Je suis un privilégié dans une situation de privilégié et si ça peut inspirer des gens à, voilà, à sortir d'une certaine précarité, tant mieux, mais ne vous comparez pas aux autres, surtout ce que vous voyez sur internet, parce qu'en fait, vous avez souvent pas toutes les informations. OK, 40 000 €, d'accord, OK. Ouais, 40 Et 000 tu les as euros de dons. reçus, quand exactement? C'était, Je à sais tes débuts plus, en bourse ou tu investissais 2022, je déjà? crois, un truc comme ça. Ah donc tu investissais déjà en bourse, quoi. Tu avais déjà une petite 2023. Ouais, ouais, expérience, bah, dès que après je les ai reçus, j'ai mis direct tout dans le tu as juste PEA. à louer, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bah, après moi j'ai rien contre les donations, contre les héritages, hein. Tout le monde fait avec ses cartes, Non, hein. mais voilà, mais Donc, mais je pense que c'est important de le dire, tu vois? Parce que, voilà, si juste, bah, vous êtes dans une situation compliquée et que vous gagnez, un petit peu comme, moi, 2 000 € et vous vous dites: «Ah mais je comprends pas, enfin, comment il a eu autant d'argent et pas moi?» Bah, c'est aussi parce que vous avez une situation différente potentiellement. Donc, il y a peut-être des avantages que vous avez que j'ai pas, mais il y a aussi des avantages que j'ai que vous n'avez pas. Donc voilà, c'est intéressant de s'inspirer de ce qu'on voit sur internet, mais il faut pas se comparer et se flageller si on n'arrive pas au même résultat parce que, chacun a des parcours différents et des avantages et des cartes différentes. oui, après, même si les personnes n'ont pas reçu la même donation, qu'ils ont pas eu la même chance, ils peuvent arriver à ton niveau de patrimoine, mais par contre bien plus tard. Mais Ouais et ils puis par arriveront de d'autres toute moyens, manière, il faut juste être effectivement. Ou discipliné, alors en allant chercher des métiers qui ne rémunèrent vous en mieux, faites ou pas. alors en travaillant plus, enfin, ou alors en faisant, bah, on va peut-être en parler effectivement des side business et cetera. Ouais. Et ça me paraissait important de le rappeler. Bah, merci pour ta transparence en tout cas. Mais j'avais zappé le volet, parce que tu avais mis que tu avais fait un emprunt et la donation, je l'avais pas vu par contre, mais Mmh. merci pour ta transparence. Ça nous emmène du coup, au volet side business consacré Ouais, à YouTube. Donc, tu as une chaîne YouTube, tout à ton fait, nom, ton prénom, donc, Guillaume Lanoé. c'est ça. Du coup, tu pas peur d'être public alors? T'en fous? Non, pas vraiment, non, c'est ce que je te disais, j'ai pas vraiment de choses à cacher, j'ai une vie assez simple et assez transparente. Donc, je pense qu'on gagnerait tous à être, plus honnêtes les uns envers les autres. Donc, voilà, j'ai pas de problème à partager ça. Donc ta chaîne, tu l'as ouverte quand exactement? Enfin, tu l'as créée quand? Alors c'était en Quand était ta janvier, parce que c'était en début d'année, mais je pense janvier 2022, on va dire que ça fait 3 ans. Ça me paraît, je et pense, 3 ouais. ans, Je ouais. pense que ça fait 3 ans, ouais. Et pourquoi tu as eu cette idée de créer de chaîne YouTube? Parce que c'est quand même, du boulot, hein? Alors en fait, c'est une anecdote un peu marrante. Hem, donc j'étais en master finance et en fait, souvent, je donnais des cours à, mes camarades en comptabilité, en, finance et cetera et je kiffe ça, tu vois? Je trouve ça vraiment trop bien. Parce que moi, ça me passionne et du coup, j'aime bien aussi la pédagogie, enseigner, ça me plaît. Et en fait, quand bah, j'ai obtenu mon diplôme, j'étais plus en cours. Donc, il y avait plus de classe qui me disait: «Vas-y, tu m'expliques ça» et cetera. Donc ça me manquait et donc j'ai mis une annonce sur Le Bon Coin en mode, bah, donne des cours de compta et cetera et en fait, j'ai été contacté que par des gens qui étaient, absolument pas intéressés par la matière, tu vois? Ils voulaient juste que, en gros, leur devoir soit fait. Tu vois ce que je D'accord. sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, bah, non, mais j'ai fait la même chose, quand j'étais au lycée, je demandais jusqu'à ce qu'il y ait un prof qui vienne pour qu'il me fasse mes DM de maths et de Bah, physique. voilà et en fait et du coup, tu vois, ça répondait pas du tout à mon besoin, parce que mon Ouais, ouais. besoin, c'était de partager quelque chose qui me passionne. Donc ce que j'ai fait, c'est que pendant quelques temps, sur Le Bon Coin, bah, j'ai fait comme ça des devoirs, mais voilà, j'enseignais rien du tout, je facturais et puis voilà
Et puis, pour répondre à ce besoin de partager, cette passion, je me suis dit: «Bah, je vais faire des vidéos et puis regarderont ceux que ça intéresse et au moins là, ils seront intéressés». Contrairement, là, aux cours, particuliers où finalement les gens n'étaient pas vraiment intéressés. Donc c'est pour Ouais, ça que j'ai fait souvent, la c'est les chaîne, tout parents qui simplement. payent, pour que tu fasses le devoir de leur enfant, Ouais. quoi. Mmh. Ouais, donc c'est vraiment le besoin de transmettre et c'est important de le souligner parce qu'on pense souvent à tort que, voilà, on va créer une chaîne YouTube pour faire de la YouTube money, mais c'est tellement difficile de vivre, de la monétisation YouTube. Il faut avoir des millions d'abonnés et si vous voulez réussir sur YouTube, il faut vraiment être passionné par son sujet et avoir envie de transmettre. Il faut limite que ce soit un besoin, quoi, tu vois? Moi, j'ai fait exactement pareil pour la bourse parce que je pouvais pas en parler autour de moi. Ouais, bah, c'est ce que je te Tirer une disais, ça tête passionne pas bizarre, tu comme vois? les fous, tu vois? Donc De bon, quoi? a priori, tes potes, ça leur passionne pas de parler de bourse pendant 3 heures, quoi. Non, j'en ai juste un, j'ai juste mon meilleur ami avec qui on se fait des petites sessions, mais après sinon le reste du temps, c'est assez dramatique, quoi et Non, mais voilà, chacun ses trucs, tu vois? Moi non plus, j'aime j'en pas parle parler pas. foot, j'aime pas parler bagnole, chacun son truc et finalement, c'est vrai qu'internet, c'est cool pour ça parce qu'on connecte avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, quoi. Et dis-nous-en un peu plus sur ton audience. Donc aujourd'hui, tu as combien, d'abonnés? Un peu plus de 4 000, je pense. Ouais, ça doit être ça. Ce qui est très bien, après si on remet les si on compare à d'autres chaînes YouTube, comme Squeezie et compagnie, bah, c'est ridicule. La mienne aussi est ridicule, bien entendu. C'est sûr. Mais pour ce sujet-là, le minimalisme financier et la bourse, c'est plutôt pas mal, hein. Ouais et puis, moi, c'est vrai que j'étais surpris parce que, quand j'ai fait ma chaîne YouTube, j'ai vraiment fait genre zéro promotion, mais genre zéro, tu vois? J'ai pas envoyé la vidéo à mon meilleur pote ou à ma maman ou à ma sœur, tu vois? Et vraiment pas, tu vois? Et donc en fait, il y a vraiment des gens, genre j'ai posté la vidéo et il y a un mec, il a vu la vidéo, il y avait une vue, tu vois? Il y avait ma vue, littéralement et genre ça a marché comme ça, pour de vrai, tu vois? Genre, Bon, on a tous commencé comme ça, ouais. non, mais j'étais impressionné, tu vois? Parce que j'étais persuadé que c'était tellement saturé que c'était pas possible d'avoir une croissance organique, tu vois? Fallait forcément se faire connaître au début, tu vois? Pour lancer la machine et en fait, non. Même aujourd'hui, enfin, même aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'était il y a 3 ans, mais YouTube, c'était déjà gros et en fait, YouTube, l'algorithme est quand même sacrément bien foutu parce qu'il se démerde pour quand même essayer de mettre les vidéos en avant et si ça accroche un public, bah, finalement, ça finit par trouver son public. Ouais. C'est assez impressionnant. Bah, là, je suis sur ta chaîne, tin tu as sorti 292 vidéos. Ouais, c'est C'est mais après, possible. est-ce que les 292, elles parlent de bourse et de minimalisme, ou il y a encore d'autres sujets? Non, c'est l'écrasante majorité. Après, je m'interdis rien. Si je veux parler de philo, je parle de philo, si je veux parler de voilà. Mais c'est vrai que c'est des sujets majeurs parce que c'est les sujets qui m'intéressent le plus aujourd'hui. Mais si demain, c'est la peinture sur arbre qui me passionne, je ferai des vidéos sur la peinture sur arbre, il y a pas de problème. Bah, je m'abonnerai alors. Donc là, donc 4 000 abonnés et 4 280 abonnés. Ouais, ce qui est intéressant là, vous pouvez voir, les experts en marketing ils vont devenir fous. Donc il y a aucun travail au niveau des miniatures. Absolument pas, c'est YouTube, tu sais, qui prend un bout de la vidéo et qui la met en Ouais, miniature. c'est le YouTube Generator et malgré ça, tu fais des très bons scores, 3 500 vues, 3 100, 1 100. Ouais, c'est vraiment Tu sais que pas j'ai mal fait une ça. vidéo qui a cartonné, Attends, je vais regarder un une peu. vidéo qui a genre plus de 100 000 vues. Ah oui, j'ai rempli, oui, ouais, ouais, les vidéos bilan où tu montres un peu ton patrimoine, ça marche très bien. Alors moi, Ah j'essaie d'en bah, faire une par an, sans éviter de faire ça tous les mois juste pour les vues, tu vois? Mais ouais, 125 000 vues, je pense que c'est de là que proviennent la majorité de tes abonnés, à mon avis, ça doit ouais, être en tout cas, j'ai eu un ouais. énorme pic à ce moment-là, ouais, clairement. Bah, c'est un mélange de travail et de chance, quoi, hein, finalement, de sortir une vidéo qui va exploser. Tu peux jamais vraiment savoir, hein, il faut publier, sur les sujets régulièrement et ensuite il y en a une qui va prendre, quoi. Ouais, tout à fait. J'aime bien cette métaphore, je sais plus qui expliquait ça, mais sur le travail de créateur de contenu, ils expliquaient qu'en gros, effectivement, publier, c'est un peu comme, préparer un feu de bois, tu vois? Genre, tu mets des bûches et puis ça prend pas feu, tu vois? Mais au bout d'un moment, ça prend feu et tout va prendre feu, tu vois? Parce qu'effectivement, quand cette vidéo, elle fait des vues, bah, les gens, ils ont suggéré toutes les autres vidéos au fur et à mesure Ouais. et finalement, c'est peut-être même mieux de pas exploser dès la première ou la deuxième vidéo, parce qu'en fait, si tu exploses dès la première vidéo, les gens, ils ont pas d'autres vidéos à regarder. Donc Ouais, le feu, il s'arrête tout de exactement. suite, tu Parce vois? que là, ils explosent sur 292 vidéos et C'est ouais, ça ça. fait quand même pas mal de vidéos à regarder, quoi. Et un peu comme le feu, tu vois? Si juste tu allumes le feu alors que tu as mis juste 3 brindilles, bah, en fait, ça va s'allumer puis ça va s'éteindre, quoi. Et donc c'est pas mal finalement de petit à petit, enfin avoir mis du bois et donc des vidéos, même si elles ont pas eu beaucoup de visibilité, parce que tôt ou tard, elles en auront peut-être.
Ouais, non, mais exactement. Bah, là, des fois, enfin, c'était quand? C'était avant-hier, j'ai rigolé parce que enfin, j'ai rigolé, hem, mais j'ai sorti une vidéo qui a bien marché et Mmh. j'ai eu un nouvel abonné et en fait, le mec, il a regardé toutes mes vidéos. Il en a regardé Ouais. 140. Le mec, à chaque fois, il me laissait un pouce, un pouce, un pouce, Ah un pouce oui. sur la vidéo. Je me dis: «Putain, il est motivé lui» et des Mais fois, ouais, tu en mais as moi des je fais comme ça, pareil. ils Je regardent tout, trouve une quoi. chaîne que je kiffe. Franchement, le kiff, c'est quand tu vois que le mec, en fait, il a 100 vidéos et du coup, tu peux juste tout rattraper, c'est trop bien. Ah, c'est génial, franchement, et du coup, là, tu as quand même du trafic, tu as une audience parce que si je regarde, bah, là, je fais un peu mon expert en marketing Ouais. digital et ah, tu as quand même beaucoup d'engagement. Tu as 500 commentaires sur cette vidéo, Bah là, il y a c'est 100 000 vues absolu aussi, hein, donc je sais même pas si en pourcentage c'est si tant que ça. Mais par contre, sur les heu, autres vidéos, ouais, c c'est vrai, des fois, j'ai pas tant de vues en nombre, mais il y a quand même beaucoup d'engagement, ouais, il y a pas mal de commentaires. moi, la question que je me pose, alors je pense qu'il doit y avoir des bots, avec attends, excuse-moi. J'essaye de les j'en ai quelques-uns, mais je les cache à chaque fois là. Tu sais les bots qui disent, «Oui merci, Ah j'ai oui, travaillé oui, avec oui. Jean-Michel Bidule. Ah oui, moi aussi il m'a fait gagner trop d'argent et tout». Ouais, ouais, mais Donc on les a tous, je les hein, enlève à franchement, chaque fois, j'essaie quand même, parce que c'est c'est des dramatique grosses ça. blagues, mais je sais pas si ça marche, moi j'essaie de les Bah, enlever si pour les gens le font, éviter que c'est que ça ça marche, hein. parasite. Ça putain. C'est sûr Moi que ça j'essaie de marche. l'enlever directement pour pas que ça parasite mon audience. Bah, c'est ça, pareil. Et du coup, la question que je te pose, c'est, bah, tu passes du temps sur, ta chaîne YouTube et tu as une communauté, hein, c'est indéniable. Tu as pas envie de monétiser, au-delà? Alors, j'y ai réfléchi, mais, alors déjà pour moi enfin, il faut que ce soit aligné avec ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Typiquement, on parlait des partenariats, j'ai eu des propositions de partenariat, de trucs, ouais, intéressant. genre, telle plateforme, tel machin, des trucs, type Yomoni, je sais pas si c'était Yomoni, mais tu vois ce genre de trucs? Sauf qu'en fait, moi dans les vidéos, c'est littéralement l'inverse que je dis depuis des Ouais. années. Donc ça n'a aucun sens, tu vois? Je vais pas dire aux gens: «Allez sur telle plateforme, vous allez acheter, des actions d'un joueur de foot et bah, peut-être ça va exploser». Alors que, enfin, si les gens écoutent un minimum ce que je dis, ils savent très bien que c'est à l'opposé de ce que je préconise. Donc déjà, ça fait quand même beaucoup de tri. Hem, Après, je m'interdis pas, tu vois? Si vraiment il y a un produit que je trouve incroyable, qu'il faut mettre en avant, je le fais. Hein, typiquement, je le fais via les parrainages, tu vois? Je mets quand même en avant Ouais, Boursorama parrainage en tant que Boursorama, ouais. sur leur site et cetera, donc je leur ramène du trafic et je gagne de l'argent via les parrainages. Ça me pose pas de problème parce que Boursorama, j'en suis très content. Donc si demain, bah, je peux gagner de l'argent en mettant en avant un service ou un produit que je kiffe, pourquoi pas? Mais voilà, je consomme assez peu, donc c'est peu probable. Et pour tout ce qui est formation et cetera, c'est pareil. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il y a pas besoin de formation. Enfin, toute l'information, elle est là et je suis désolé, moi, je peux vous faire une vidéo de 5 minutes où vous avez toutes les infos qu'il vous faut pour Mmh. commencer à investir. Ça sert à rien de payer 1000 balles, ça sert à rien d'acheter 150 livres. C'est Ouais, honnêtement, c'est de la branlette intellectuelle à un moment. après ça dépend, ça dépend. Pour, des stratégies, stock picking et actions à dividendes, Oui, ça bien sûr, mais voilà, mais mais pour pour les commencer indices, et et juste pour, être stable et avoir un rendement, moyen, enfin, il y a pas besoin, quoi. C'est moins oui. compliqué que ce qu'on veut nous faire croire. Après, c'est aussi moi ce que je dis, c'est que j'ai un seul programme en fait, hein, c'est Bourse Freedom. Ce que je dis Mmh aux mh. gens, c'est qu'il y a une énorme méthodologie derrière pour sélectionner les actions individuelles, le dividende, Ah bah, c'est mais sûr c'est qu'un un gain stock de temps picking, énorme, tu vois? c'est pas le même monde, c'est Parce clair. qu'il faut avoir la chance aussi de tomber sur la bonne vidéo, et potentiellement tu vas tomber sur 500, 1000 vidéos, tu vois? Oui. Moi, avant d'arriver à ma stratégie, ça m'a pris du temps, tu vois? J'ai consulté plein de sites et compagnie, donc c'est un énorme gain de temps, tu vois? Après, Mmh est-ce que mh. tu peux faire sans? Si vraiment tu as le temps et que tu as l'envie, ouais, tu peux te former par toi-même. Mais, après ce que je trouve intéressant dans les formations, j'en ai déjà suivi, hein, sur l'immobilier, sur le Ouais, marketing, c'est d'avoir le retour de personnes qui le font depuis 10 ans, tu vois? dix, OK. 15, 20 ans, tu vois? Ouais, d'avoir plus de réseau du coup. Ouais, ça c'est intéressant, c'est vrai. Mmh mh, tout à Non, fait, pas je comprends. forcément de réseau, mais pour qu'ils nous expliquent, voilà, les actions, enfin, là, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, je sais que la majorité des actions françaises, c'est de la merde, par exemple, tu vois? Mmh. Mais au début, quand j'ai commencé, j'étais incapable de savoir, tu vois? Ah ouais, je J'ai vu, comprends. tu vas sur du Orange, tu vas sur, du Veolia, du Engie, tu fais n'importe quoi, tu perds de l'argent, tu perds du temps, tu vois? Et c'est vrai que je suis assez contrasté, mais, après ça dépend. Il y a des personnes qui font, pas de qui ont pas de collaboration ou qui font juste de l'affiliation et toi, c'est ce que tu fais avec, Boursorama. Ouais, c'est ça. Et puis encore une fois, on en revient à ce qu'on disait précédemment, c'est pas vraiment un enjeu pour moi en fait. Même si je pouvais faire, 200-300 € de plus par mois, qu'est-ce que ça changerait à ma vie? Probablement rien. Donc bon, voilà, c'est pas une priorité pour moi en fait. Peut-être ça arrivera, mais je travaille pas pour, quoi. Ouais, donc tu partages, pour le plaisir alors.
Ouais, Ouais, écoute, je pense qu'on a traité pas mal de sujets. On va passer à la dernière partie consacrée au quiz. Dans un quiz sur la bourse. Hem, donc c'est un format que je fais régulièrement à chaque fois que j'ai une interview. Il y a un petit quiz de 10 questions et il y a une petite note à la fin avec des bonus et ça permet, déjà, ça te permet à toi de te challenger et c'est ça marrant. permet aussi aux personnes néophytes qui comprennent pas forcément le monde de la finance, de découvrir certaines notions à travers un exemple plutôt fun et marrant, quoi. OK. Donc, on a 9 questions, on n'en a pas 10, hein, on en a 9 parce que 10, souvent ça fait assez long. Donc, la première question, sachant que ça va du plus simple au plus difficile. Très bien. Faut pas que je me viande sur la première, quoi. Ça la fout mal sinon. Alors en vrai, je pense que ça devrait aller. Juste les dernières, la dernière, elle est injouable. Franchement, si tu y arrives, Ah ouais, ouais? je te Bon, donne bah, tout mon super. PEA. Si tu arrives, je te fais un virement tout de suite, hein, pas de problème, hein. Mais sauf qu'en fait, il est déjà plein ton PEA, merde. Ah oui, c'est vrai, il faudra mettre autre part. Donc, c'est des questions, voilà, tu peux y répondre. Essaye de faire de manière didactique. Pour que je pense que tu auras aucun problème à ce niveau-là. Donc, première question, forcément, qu'est-ce qu'une action? Qu'est-ce qu'une action? Une action, une action, c'est une part d'entreprise. C'est-à-dire que, surtout si on parle des actions cotées en bourse, heu, les entreprises sont valorisées, par un certain nombre d'actions. Si, l'entreprise vaut, 1 000 et qu'il y a 100 actions, bah, en fait, il y a 100 actions de 10 € qui sont en circulation, hem, sur le marché public. Donc voilà, les actions, c'est des parts d'entreprise. Je pense que c'est le plus simple, enfin Ouais, le c'est une le c'est plus ouais, c'est ça, correct. c'est une part d'entreprise, c'est une part d'un business. Et quel est l'avantage de posséder des actions finalement, à quoi ça sert? Ces parts d'entreprise dont tu nous parles? Alors, les actions, en fait, elles représentent la valorisation de l'entreprise. Donc, l'intérêt, évidemment, c'est un intérêt pécunier. L'idée, c'est que l'action, elle peut, de différentes manières, vous rapporter de l'argent. C'est-à-dire que soit vous la revendez plus cher que ce que vous l'avez acheté parce que le business s'est grossi entre deux, a fait des bénéfices. Donc, vous achetez 10, vous revendez 20, vous avez gagné 10. Ou alors, effectivement, via les dividendes, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que Ouais. l'entreprise génère des bénéfices, elle a gagné plus d'argent que ce qu'elle a dépensé. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'à la fin de l'année, elle va voir ses actionnaires, les gens qui possèdent des actions, donc une partie de l'entreprise, et en fonction de combien d'actions vous possédez, vous disent, bon, bah voilà, on vous file 1 € par action. Donc voilà, c'est une manière de s'enrichir, et c'est une manière aussi, ça va dans le même sens, mais de lutter contre l'inflation. Parce que si vous investissez pas, votre argent, aujourd'hui, on est dans un système inflationniste constant. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de déflation, c'est-à-dire que les prix augmentent. Donc si vous avez 10 000 € aujourd'hui, ça vaudra moins dans 10 ans. Et donc investir en bourse, ça vous permet de gagner de l'argent et de compenser cette perte de pouvoir d'achat. OK, très bien, très complet. Donc je te mets le point. Donc j'ai rajouté une question parce que, bon, Mmh. ça c'était pour la définition, mais toi tu n'investis pas sur des actions individuelles. Donc la Non. deuxième question que je vais te poser, qu'est-ce qu'un indice? Qu'est-ce qu'un indice? Alors un Qu'est-ce que indice, l'investissement indiciel? les fonds indiciels sont donc de base, il y a des fonds d'action. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entreprises qui, à la base, disaient, «Donnez-moi votre argent, je vais m'en occuper, parce que c'est compliqué. Donc filez-moi vos 100 000 balles, je vais acheter des entreprises, et puis, je vous rendrai l'argent, en fonction de comment ça va performer». Ça, c'est des fonds actifs. Et en fait, il y a, les fonds passifs, ce sont des fonds qui, au lieu d'acheter et de vendre pour, battre le marché, vont répliquer, donc vont faire pareil qu'un indice boursier. Un indice boursier, à la base, c'était pas du tout utilisé pour investir, c'était utilisé pour, mesurer l'économie, pour, genre dans les infos, savoir, comment ça allait. Typiquement, c'est le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 entreprises en France qui sont capitalisées, avec le plus d'argent. Et donc, c'est la moyenne de ces entreprises. Alors, la moyenne capitalisante, c'est-à-dire que si sur un indice, il y a une entreprise qui vaut la moitié, bah, c'est elle toute seule, elle vaut la moitié de l'indice. Et donc, le fonds indiciel, il copie cet indice, il copie la performance de ces 40 entreprises dans le cas d'un fonds indiciel CAC 40, il copie les 500 entreprises dans le cas d'un S&P 500 ou les 3600 entreprises dans le cas d'un MSCI World. C'est ça le fonds indiciel passif. D'accord, très bien, très complet encore une fois. Ouais, tu es bien parti là, hein, franchement. Je vais m'appauvrir, hein, aujourd'hui là. C'est pas une super opération de faire une interview avec toi, putain. 3e question ensuite, comment achète-t-on une action ou une part de fonds indiciels?
C'est une très bonne ETF? question, parce qu'effectivement, vous pouvez pas, ouais, vous pouvez pas acheter une action, genre juste, vous donner de l'argent à quelqu'un et on vous donne un mail et on vous dit: «Vous avez une action», enfin, ça marche pas comme ça. Faut le Ouais, tu mettre dans il y ce a qu'on pas des appelle une magasins enveloppe. d'actions, ouais. Ouais, c'est ça. Faut le mettre dans ce qu'on appelle une enveloppe fiscale, et donc c'est l'endroit où vous allez pouvoir stocker vos actions. Une enveloppe fiscale, ça peut être une assurance vie, ça peut être un compte titre ordinaire, ça peut être, un PEA par exemple. Et donc ce qui se passe, c'est que, vous allez, mettre de l'argent sur cette enveloppe fiscale. Une fois l'argent sur cette enveloppe fiscale, vous allez acheter soit des actions individuelles, soit des fonds indiciels, soit des fonds actifs, peu importe, soit des options, enfin voilà. Et du coup, ces actions seront, dans cette enveloppe fiscale. Et donc il faut forcément passer par une banque. Par une Pour ça banque, tu es sûr? par une banque assurance? Ouais, là, tu as parlé des différentes, enveloppes fiscales, mais comment est-ce que tu fais concrètement pour les acheter? Comment ça marche? Ah, tu veux dire concrètement, sur quel bouton on clique ou qu'est-ce qu'on appelle? Ouais, enfin, le l'intermédiaire, c'est qui, en fait? Bah, moi, l'intermédiaire aujourd'hui, c'est Boursorama typiquement dans mon cas. Ouais, donc le courtier, quoi. Ouais, c'est ça. Donc parce que tu avais parlé des enveloppes fiscales, mais pas du courtier. C'est ça, tout à fait, exactement, voilà. Donc c'est pour ça qu'effectivement, il faut passer par ce tiers. Vous pouvez pas juste, aller au marché et acheter du Apple, tout seul. Ça marche pas, quoi. Bon, il manquait un petit bout de la réponse, Ah ouais, dis-moi? bon, bah, tu vas pouvoir te rattraper. Je vais te mettre 0,5 sur je vais te mettre un demi-point, hein. Après, je pense que tu étais tellement, à fond dans l'explication que tu as dû zapper la partie courtier. Ça devait être, assez évident pour toi, mais c'est pas évident, hein. Non, mais c'est Donc, vrai que c'est pas, enfin, ça coule pas de source. C'est vrai qu'il faut le rappeler. ensuite, quatrième question. Quelle est la différence entre un ETF capitalisant, ACC, et Ouais. distribuant, DIST? Tout à fait. DIST. Donc les ETF, effectivement, c'est ce qu'on a dit, ils reproduisent alors potentiellement, prenons le cas d'un ETF qui reproduit le CAC 40, donc il prend ces 40 entreprises. L'ETF distribuant, ce qu'il va faire, c'est que forcément, il va posséder du Total parce que Total est dans le CAC 40. Donc cette société, elle va recevoir les dividendes de Total dès que Total va leur filer des dividendes. L'ETF distribuant, ce qu'il va faire, c'est que à la fin de l'année, alors ça dépend des ETF, il y en a c'est tous les trimestres, il y en a c'est à la fin de l'année, ils vont prendre tous ces dividendes et ils vont vous les redonner. Un peu comme quand vous avez vraiment l'action totale dans votre compte titre ordinaire, on vous donne ce dividende. Donc ça, c'est distribuant. Et accumulant, je suis ACC, un ouais, trou de ouais. mémoire. Je sais Accumulation, plus ouais, c'est, oui, je ouais. sais plus comment on dit. Donc là, c'est réinvesti automatiquement. C'est-à-dire que les dividendes, dès qu'ils sont reçus par la société, que ce soit Amundi, que ce soit BNP, et cetera, au lieu de vous le verser cet argent, en fait, ils réachètent des parts selon la même pondération. Donc, si Apple fait 50% du S&P 500, qu'ils ont reçu 10 € de dividendes, ils achètent 5 € d'Apple et 5 € du reste pour garder le même équilibre. Et donc, ça vous permet de ne pas avoir à réinvestir manuellement ces dividendes et ça vous permet aussi d'éviter la fiscalité, notamment si vous êtes en compte titre ordinaire. Parce que si vous recevez des dividendes en compte titre ordinaire, vous gagnez de l'argent, il faut le déclarer. Alors que si c'est l'ETF qui ne vous donne pas cet argent mais le réinvestit automatiquement, vous ne passez pas par la case impôt. OK, très bien. Là, c'était parfait. Il y a pas eu d'oubli, donc très, très bien, très, très bien. Bon, on va passer à la prochaine question. Il y en a encore, ouais, il y en a en fait, j'en ai rajouté. Il y en aura pas 8, hein. En quoi consiste le DCA, Dollar Cost Average? Alors, dollar cost average, c'est une stratégie d'investissement qui dit en gros, vous allez investir la même somme tous les X périodes, ça peut être toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les ans, de manière à lisser vos entrées. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit les cours de la bourse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Et donc, effectivement, sur des longues périodes, c'est intéressant de lisser son entrée pour diminuer la volatilité, parce que si vous investissez tout d'un coup, juste avant 2008 et que vous vous prenez le crash dans la tête, c'est plus difficile que si vous aviez investi 1000 en 2008, vous prenez le crash et vous réinvestissez 1000 tout en bas de la pente et 1000 et 1000 et 1000 petit à petit. Donc ça, c'est le dollar cost average. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas trop ce que c'est le dollar cost average. Il faut bien comprendre que c'est la face opposée de ce qu'on appelle le lump sum, c'est l'investissement d'un coup en gros. Mmh. En gros, si vous investissez comme moi, quand vous avez votre salaire, l'argent que vous avez, vous ne faites pas du DCA. Enfin, en tout cas, vous faites du DCA contraint, mais ce n'est pas vraiment du DCA. Ce n'est pas la question.
La question, elle se pose typiquement dans le cas des héritages. Là, c'est ce que tu disais. Si vous avez 100 000 euros d'un coup, il y a une vraie question, c'est est-ce que vous investissez 100 000 euros d'un coup ou est-ce que vous investissez 10 000 euros, puis 10 000 euros, puis 10 000 euros, puis 10 000 euros. Et donc après, c'est une notion de risque. Concrètement, le DCA, c'est moins risqué que d'investir tout d'un coup, mais en moyenne, mathématiquement, ça rapporte moins. D'accord. Ouais, j'avais déjà vu des études, ouais, qui disaient que le lump sum, le fait d'investir une grosse somme, ça rapportait plus, ouais. C'est logique parce qu'en Mmh. moyenne, la bourse, elle augmente. Donc en fait, il vaut mieux investir 100 000 euros d'un coup et être entièrement exposé à la bourse qui augmente. Mais ça, c'est une moyenne. Bien évidemment Ouais, que oui. si tu es dans la situation précise où tu investis tes 100 000 euros avant un crash, bah, tu vas être perdant. Donc voilà, c'est un choix entre le risque et la rentabilité. OK, très bien. Donc on va mettre encore un point. Bon là, ça commence un peu à se corser, hein, ça va devenir, très précis. Donc là, on est à la 6e question. Quel est le plus gros émetteur d'ETF au monde? Plus gros émetteur de TF au monde. Oh, c'est dur. Ça doit être un truc genre BlackRock ou Vanguard? Ah, il me faut un nom, hein. C'est soit Ah, BlackRock, soit c'est dur. Vanguard. Il essaye un peu de grappiller des Ah, points là, j'ai envie de dire Vanguard. Tu dis Vanguard? Ouais. Non, c'est BlackRock, désolé. Ah, c'est BlackRock, putain. Ouais, C'est vrai. ouais, Et j'ai et c'est pas la même. Ouais, non, c'est pas la même chose. Hein. attends, je vais faire une C'est petite Vanguard re qui a lancé le truc, mais du coup, c'est BlackRock maintenant qui est plus gros et c'est qui en ouais, a c'est plus. ouais, c'est BlackRock qui a le monopole. Je vais te dire l'encours sous gestion de BlackRock, 11 000 attends, c'est actif sous gestion, c'est 11 475 11 000 milliards quoi. Et Vanguard, on va voir si c'est vrai. Tac, Parce Vanguard. que c'est pas lié du tout, Vanguard et BlackRock, c'est vraiment deux trucs différents? Ouais, ouais, c'est 2 sociétés de OK, gestion, OK, OK. différentes Donc et Vanguard. Vanguard, ouais, c'est 468. OK, OK, 468 très bien. milliards, ouais, ça n'a rien à voir, hein. Non, non, mais ouais, en fait, je pensais Vanguard parce que Vanguard, pour le coup, c'est eux qui ont Mais après, moi, je c'est préfère personnellement, si je devais investir sur des indices, des ETF dans un compte titre, je préférerais Vanguard parce qu'ils sont ah beaucoup bah, moins carrément, gourmands en frais, hein. carrément. Et puis même, historiquement, c'est eux qui ont démocratisé Ouais. l'investissement en fonds indiciels, pour le coup, avec Boglehead. Bah, d'ailleurs, ça peut être un axe de développement, pas pour toi ou même pour moi quand j'aurai rempli le PEA, tu vois? C'est Ouais, sur CTO, tu d'aller fais ce chez que tu veux. Vanguard, quoi. Donc ouais, carrément, c'est faisable. Parce que bon, Amundi, au début, j'étais gourmand sur les frais sur le S&P 500. Je crois qu'ils prenaient 0,5 % les mecs Ah ouais? et ils ont baissé. Ouais, ils prenaient 0,5. Tu te Ouais, souviens ou parce que pas? là, c'est quoi? C'est 0,15, 0,20, 0,25 peut-être? Ouais, c'est 0,15. Mais Ouais, je pense qu'ils 0,15. pourraient encore baisser et s'il y a un autre acteur qui arrive, à mon avis, ils vont passer en dessous de la barre des 0,1. Ce qui Bah, serait, c'est le le juste prix, en fait, hein, parce que les mecs font ouais. rien. Ouais. Ouais, je sais plus. Bah, tu sais, il y avait l'histoire là avec le WPEA qui était sorti là, qui avait beaucoup moins de frais que le CW8 chez, Amundi, mais ils ont pas bougé, je crois, pour l'instant. Celui de BlackRock, tu veux dire? Ouais, 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 bah, forcément. Bah, ils ont plus d'encours sous gestion, oui, c'est sûr, économie d'échelle, donc forcément tu c'est peux sûr. tu peux baisser les coûts. Mmh mh. Et d'ailleurs, ce serait marrant, mais je suis sûr que si on fait tous une pétition ensemble, tous les youtubeurs finance, de la plus petite à la plus grosse chaîne et qu'on dit à Amundi, vous baissez vos frais en dessous des 0,1, je suis sûr qu'ils le feraient. Mais tu rigoles, mais il y a eu un truc comme ça, tu as pas suivi? Est-ce que tu vois ce que c'est le Reddit Vos Finances? Non, 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 j'ai pas C'est un suivi. alors, bon, Reddit, c'est pas très sérieux, mais le Reddit Vos Finances, je conseille à 100 surtout pour les gens typiquement, j'ai parlé de Ben Félix, bon, c'est anglais, si vous vous dites: «C'est anglais, c'est chiant, j'ai pas envie». Lisez le wiki du Reddit Vos Finances. C'est vraiment OK. une mine d'or en termes d'informations et l'avantage en plus, c'est que, bah, c'est franco-français. Donc, en termes d'enveloppe fiscale et cetera, ça va pas vous parler du Roth IRA qui marche qu'aux États-Unis, mais pas chez vous. Ça va vous parler du livret A, ça va vous parler du PEA, ça va vous parler du PER et donc c'est vraiment une très bonne source d'information et en fait, cette communauté-là, quand le WPEA, qui est effectivement l'ETF de BlackRock, qui est éligible au PEA et qui permet de traquer le MSCI World est sorti, là, il y a un peu plus d'un an, avec moins de frais, bah, ils ont fait une pétition avec beaucoup de, quand même de bruit, hein, en disant bah, faites quelque chose. Quoi. Nous, on veut bien rester chez vous, vous êtes européens, c'est cool, mais dans ce cas-là, alignez-vous sur vos frais, sinon on va chez BlackRock. Et ils les ont laissés en vue. Ils n'ont rien Ah, fait. ils ont rien fait? Ouais, alors que pour le coup, ils ont eu l'info. Hein. Vraiment, il y a eu du monde hein, Il qui y avait a. combien de personnes qui ont signé Ah, je la sais plus, il pétition? faudrait retrouver sur le Reddit. Mais c'est sûr qu'ils ont eu l'info. Mais ils se sont dit, vas-y, Ah, bye. si tu as 100 personnes qui signent, bon, ils s'en foutent, hein. Ouais, je pense Si qu'il y tu avait en as plus que. Genre, je sais c'est plus les ça? chiffres. Mais en tout cas, voilà, l'idée de la pétition a déjà été testée et ça n'a pas marché, malheureusement. Après, hein. Ouais, ils ont fait pareil qu'avec, GameStop, hein. Quasiment Ouais, pareil. c'est ça. À moins d'un près, mais. Bon, ouais, ouais, tac, tac, tac.
Bon, t'étais pas loin de BlackRock, mais là, je peux pas J'étais pas te loin, mettre j'ai dit le en point, premier, mais hein. après je me Ouais, suis trompé, j'ai dit: «C'est bon, regarde». après, les 2 émetteurs sont très bien, il y a pas de débat à ce sujet-là, mais je peux pas te mettre le point, hein. Non, Par clairement. contre, je suis désolé pour toi, mais ça devient de plus en plus difficile, hein. Donc, la prochaine question, 3, 4, 5, 6, 7. C'est la 7e question. Quelle est la 2e capitalisation du S&P 500? Et sans regarder, hein. Ouais, c'est dur ça parce que ça change tout le temps en plus. Beh, j'ai envie de dire que c'est Nvidia du coup. Apple premier, Nvidia deuxième. Ouais, ouais, c'est ça. Allez, facile. Et c'est pas si large que ça parce qu'aujourd'hui, la Mais oui, ça change tout le capitalisation temps. d'Apple, c'est 3,6 milliards. Ouais, ils sont passés à Nvidia 3 000 000 il y a pas 3,5. longtemps. Ouais. Nvidia combien? 3,5. Ah donc Nvidia est premier. Non, 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 3,5, Nvidia et Apple 3,6. Ah pardon, OK, OK, OK. Ah ouais, c'est super close. OK. Enfin, 3 600 milliards et Oui, on 3 500 se milliards, comprend, ouais. pardon. Ouais, ouais, parce que sinon, On parle en milliards quoi, pas heu, milliers de milliards. on va se faire retoquer dans les commentaires. OK, bah, très bien. Je te mets le point, c'est parfait. 9e question, bah, finalement, je vais t'en poser 10 en fait, hein. 9e question, quelle est la première capitalisation du Asian Emerging Market? Ah, bah ça doit être TCMC. Ouais, très bien, Si c'est OK. pas ça, je sais pas ce que c'est. Là pour le coup, il y a pas de doute. Je sais pas combien ils sont, mais ça doit être énorme la proportion sur l'indice. Ils doivent être à Là, 20 ou on parlait de comme quoi surperformer les indices, c'est pas possible, mais TSMC surperforme les indices depuis, longtemps, hein. ouais, non mais il y a plein de bah, il y a plein d'entreprises qui surperforment les indices par définition. Eux, ils c'est la moyenne. Donc une moyenne ne et par définition, il y a des trucs qui sont au-dessus de la moyenne. Enfin, c'est Mais eux, ça mathématique, fait longtemps quand littéralement. même, hein. TSMC, après c'est quand même un peu comme du ASML, mais ouais, c'est une grosse entreprise, par contre très Ah, c'est une volatile, hein. c'est une boîte énorme, mais c'est une boîte aujourd'hui qui, a un potentiel économique énorme, mais qui voit sur elle peser un risque politique majeur. Donc c'est Exactement, quand même exactement. c'est quand même pas rien. Je vais te poser encore une question, par rapport à TSMC. Donc là, ça nous fait la 10e question. Quels sont les principaux clients de TSMC? Les clients de TSMC? Ah, je sais pas exactement le business model si, Nvidia, ils achètent des trucs à TSMC ou s'ils vendent directement les Ah trucs à ah! Apple et cetera. J'ai envie de dire, pour moi, ils font je dirais que les cartes électroniques, mais peut-être je me trompe. Donc je dirais Apple, quoi. Ouais et? Bah et je sais pas qui d'autre a besoin de cartes électroniques, bon, Google, ils vont bien avoir besoin de cartes électroniques pour faire de l'IA, Amazon, c'est pas sûr, Ah, c'est et Nvidia, tu l'as Meta, dit. forcément, truc comme ça? Nvidia. Ah ouais, d'accord, donc Nvidia aussi. Donc en Apple, fait, ils font Nvidia, pas ouais. des produits finis, en fait, TSMC, c'est ça? Non, Ils font une partie du produit et Nvidia ouais, c'est finit ça. le boulot, quoi. Ah OK, d'accord, j'étais Ouais, pas c'est sûr. ça, ouais, c'est une grosse mécanique, derrière, ouais. OK, ouais, je savais pas s'ils finissaient le produit fini, mais en fait non. OK. Et tu as aussi des entreprises qui fabriquent des machines pour produire les puces Ah électroniques, hein. oui, j'ai entendu parler de ces trucs-là, là. Oui, oui, du coup, ça a l'air rentable, ça. C'est du ASML Holding, par exemple, tu vois? Ouais, c'est un truc, dans le nord, là? C'est pas des trucs suédois et cetera? Ça, c'est néerlandais, Ouais, enfin, heu, voilà, quoi, mais je ASML vois ce que c'est, Holding, ouais. ouais. Je sais que Bah, elle ça a a fait bien du bruit à craché, un ouais. moment. OK, donc je vais quand même te mettre le point, ça fait un point de plus, donc et après on fera un petit bilan et pour la dernière question, bon, hein, celle-là, voilà, vu que tu es minimaliste et investisseur, j'ai posé la question à ChatGPT, heu et il m'a sorti une question, mais de la mort. Si tu y réponds, tu es vraiment fort. Quel philosophe minimaliste a influencé l'investisseur Warren Buffett, connu pour ses stratégies d'investissement simples et réfléchies? What? Bah, c'est Benjamin Graham, non? Benjamin Graham, c'est plus pour la partie investissement, mais là, on parle d'un philosophe minimaliste. Un Ah, moi, je philosophe t'avoue que je connais minimaliste, je sais pas, je dirais Adam Smith, mais ça n'a pas de sens. non, non, ouais, je me doutais bien, mais c'est Et Henri pourtant, j'ai lu David la bio Thoreau. de 400 pages de Warren Buffett, mais je me souviens pas de ça. C'est Henri David Thoreau. Ah oui! Et j'ai lu le Tu book en connais? plus. Excellent book et excellent Tu l'as personnage, lu? Henri David Thoreau, j'adore. Parce que je le connaissais pas jusqu'à ce que je Ouais, prépare ouais, c'est l'interview. Je l'histoire du connaissais mec pas du qui, tout, hein. bah, tu sais, c'est en gros le gars, il va dans les bois et enfin, il va dans une cabane et puis il raconte Exactement. sa vie et puis il prend le temps de respirer, de regarder les oiseaux et cetera, Bah, ça m'a fait penser à totalement. toi, c'est pour ça que je t'ai posé la Ouais, question, ouais, je voulais tout à savoir fait. si tu Non, mais l'avais déjà lu. j'adore ce gars, enfin, j'adore ce gars, je le connais pas, mais j'aime beaucoup l'image et les écrits qu'il a fait.
Je fais juste un petit résumé, parce que là j'ai un résumé sur mon ordinateur. Dans le livre Walden de Henri David Thoreau, raconte son expérience de vie simple et solitaire dans une cabane près du lac Walden. Thoreau y explore les thèmes de l'autosuffisance, de la simplicité volontaire et de la connexion à la nature. Il critique la société de consommation, comme tu fais toi en fait, hein. Enfin, Mmh. Tout à fait. tu la remets en cause, hein, tu la critiques pas vraiment, tu la remets en cause et plaide pour une vie plus réfléchie, déconnectée des distractions matérielles. Excellent bouquin. Je conseille. Si vous avez envie de lire un livre intéressant, qui a influencé d'ailleurs Warren Buffett, n'hésitez pas, Walden de Henri David Thoreau. Je mettrai aussi le lien dans la description. Moi personnellement, je ne l'ai pas lu, Mmh. mais du coup, toi tu l'as lu et c'est un très bon livre. Je vais quand même te mettre un point parce que tu connais ce livre. Ouais, ouais, je Donc connais on bien. est Mais je savais pas du tout, ouais, qu'il y avait un lien par contre, je savais pas que Warren Buffett, aimait bien ce gars-là. Ouais, bah, je l'ai appris en même temps que je faisais l'interview, quoi. Mais Mais ça après m'étonne c'est pas, ça un des, paraît on cohérent. est donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et demi, 7, 8. Ouais, on est à 8,5 sur 11 questions. Ouais, c'est ça, 8,5 sur Ah, 11. c'est Bon, très honnête, bon c'est honnête. score. Bon, sachant que vers la fin, c'était vraiment très compliqué, quoi. Écoute, je te propose qu'on clôture là-dessus. Donc c'était un vrai Ouais, plaisir pour moi d'échanger avec toi. bah, moi J'espère que ça a aussi. apporté énormément de valeur aux abonnés, aux personnes qui souhaitent commencer à investir ou d'autres personnes qui s'intéressent au minimalisme. Si ton mode de vie a pu les inspirer, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, hein. J'ai pas mal de profils sur cette chaîne et c'était vraiment très Mmh. varié et très content de t'avoir eu. Et je te souhaite très bonne continuation dans tes investissements. Eh ben, merci. On suivra ça. Ce sera sur YouTube dans tous les cas. To be continued, comme on dit. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne L'investisseur minimaliste. Ciao, ciao.